Aujourd'hui, je reçois Alexandros Rallis, fondateur de Profil Grec, une entreprise qui fait rayonner l'excellence des produits grecs en France depuis 20 ans. Franco-grec, Alex a grandi entre la Picardie et Kalamata, passant tous ses étés dans les oliviers de sa grand-mère. Après des études en sociologie, c'est à 23 ans que le déclic se produit. Il lance Profil Grec en 2005, avec 600 litres d'huile d'olive, un guide Michelin et beaucoup de culot. Sa première vente, le Châteaubriand, alors pionnier de la bistronomie. Il tient aujourd'hui sa boutique rue de Belleville et fournit de nombreuses tables d'exception. On a parlé de sa double culture, de sa détermination à valoriser les produits grecs, de l'olivier comme arbre nourricier et de 20 ans d'entrepreneuriat au feeling, sans école de commerce, mais avec beaucoup de cœur. Bonne écoute! Salut Alex! Salut Vanda! Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente que tu sois là. Je t'ai rencontré il y a 2 ans, je crois, dans ta boutique. Et j'ai découvert un mec passionné par les produits, par la graisse, par l'olive, par plein de choses, et par la bouffe, et par les gens en général. Et je suis trop contente de t'accueillir ici pour qu'on en parle. Mon petit doigt m'a dit en plus que tu es l'une des personnes qui a ramené l'huile d'olive grecque en France, ce qui n'est pas rien, puisqu'on en trouve beaucoup maintenant et qu'on l'apprécie beaucoup. Donc, on va parler de tout ça, mais avant d'en arriver là, j'aimerais comprendre comment t'en es arrivé là. Donc, reprendre à ton enfance, à ta naissance, pourquoi pas tes ancêtres, enfin, vraiment comprendre qui était le petit Alex, comment il a grandi, comment il était à l'école, avec les copains, la famille et tout ça, pour en arriver à créer Profil Grec. Est-ce que ça te va ? Ça va, ouais, c'est effectivement, il faut repartir de la base. Et moi, ma base est quelque part mon diplôme, c'est d'être franco-grec, quoi. Né de parents grecs en France et d'avoir eu toujours cette double culture. C'est-à-dire que ma mère, en fait, m'envoyait depuis, je crois, partir. Le premier voyage que j'ai fait, c'était à 9 mois. Ah ouais. À Kalamata, chez ma grand-mère, qui s'occupait de moi. Donc après, de manière continuelle, tous les étés. Quand tu dis qu'elle t'envoyait, elle est venue avec toi ? Elle venait, elle me déposait, elle me laissait avec ma grand-mère, quoi. Ah ouais. Ok. Et à l'époque, en plus, c'était un voyage complètement assez dingue, parce que il n'y avait pas entre Athènes et Kalamata, il fallait faire 8 heures de trajet. Enfin, c'était une vraie aventure. Et en fait, c'est cette double culture vraiment de français en Grèce et de grec en France, qui est une culture qui a jamais été niée. C'est ça que je trouve intéressant, qui a fait que j'ai pu justement après avoir cette passion pour défendre ma culture grecque. Et en fait, j'ai eu un lien qui a été très très fort et très tissé avec ma grand-mère au fil de ces années. Et en fait, Profil Grec, c'est une excuse à la base complète. Enfin, c'est-à-dire que pour passer du temps avec ma grand-mère, je lance ça. Enfin, j'ai l'idée en 2005, il y a à peu près, il y a 20 ans maintenant. Et en fait, je me dis qu'il y a quelque chose à faire et que c'est juste on va dire, comment on pourrait dire, un espèce de vecteur justement de choses à montrer. Et il y avait aussi, ce qui était intéressant, c'est que l'huile d'olive, j'essaie de remettre un peu. T'inquiète, on reprendra dès le départ. Ouais, parce que là, il y a des trucs, mais il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Vas-y. C'est dur. Non. C'est assez marrant parce qu'en fait, si tu veux, cette histoire elle commence aussi par un accident. C'est que ma maman, comme elle part de Grèce, elle a immigré donc en France. Elle a fait ses études et puis après, elle s'est installée. Et en Grèce, en France, elle trouvait pas d'huile d'olive. Donc. À chaque voyage qu'elle faisait de Grèce en France, elle mettait des bidons de 5 litres dans ses bagages. Il n'y avait pas d'huile d'olive du tout en France à cette époque ? Non. Ah oui. Surtout moi j'ai grandi en Picardie, sur les bords de l'Oise, dans un magnifique lieu qui s'appelle le Moulin de Lucie. Et c'était que beurre et jamais d'huile d'olive. Donc ma mère était très très malheureuse, on va dire, de ça. Et un jour, il y a un bidon qui a explosé dans la soute. Et donc, à partir de ce moment-là, les compagnies aériennes ont refusé, si tu veux, de traverser. Ouais. Depuis ta maman ? Ouais, c'est ça. Depuis ma maman, ou d'autres, à mon avis, il y a eu d'autres personnes qui ont fait ça. C'est-à-dire que ça a été interdit de mettre en soute quelque part de l'huile d'olive. Et donc, ma mère, comme elle était quelqu'un qui, en fait, en Grèce, il n'y a pas de cuisine sans huile d'olive. C'est-à-dire que la cuisine grecque, c'est l'huile d'olive.
vraiment aussi simple que ça. Les taux de consommation sont à 40 litres par personne par an à Kalamata. C'est-à-dire qu'en France, on est à 1,8. Tu vois, donc, ah ouais, je pensais qu'on en avait plus quand même. Ça évolue, mais c'est encore. Ça dépend des régions aussi. Ça dépend des régions, ça dépend des cultures. Donc, ma mère a eu l'idée à ce moment-là de commencer à ramener par palette et de trouver en fait quelque part des amis qui vont acheter un petit peu d'huile d'olive. Tout le monde disait tiens, c'est extraordinaire. C'était vraiment c'est elle qui a commencé à le faire découvrir à ses amis. Et de fil en aiguille, moi, c'est assez marrant. C'est pareil, il y a des amis de l'université. Je leur dis, j'ai de l'huile d'olive. Et les copains ont commencé aussi à m'en acheter. Incroyable. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant, il y a quelque chose. Et puis après, je me suis mis à faire des recherches autour de l'huile. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire. Parce que on va dire qu'en Grèce, c'est assez spécial. Parce que c'est un produit, c'est le 3e producteur mondial. Mais il n'a jamais été valorisé quelque part à l'export. Parce qu'il n'y a jamais eu en fait une prise de conscience quelque part de la beauté, de la qualité de ce produit. Comment ça se fait ? C'est assez particulier parce que déjà les chiffres sont assez intéressants. En fait, il faut imaginer que 70% de l'huile d'olive grecque vendue à l'étranger est vendue en vrac. C'est-à-dire qu'elle est presque niée, elle est envoyée, si tu veux, en camion-citerne généralement, ou en Italie, ou sur des grossistes en Espagne, et qui font après des mélanges. Donc, c'est dingue. Bah oui, ça explique, si tu veux, à ce moment-là, c'est un peu la crise grecque aussi, ces années un peu noires en Grèce. Et je me dis, en fait, à travers l'huile d'olive, tu comprends qu'il y a un problème en Grèce sur la valorisation, en fait, de ces produits les plus... Enfin, tu vois... Quand tu es le 3e producteur mondial et que tu es incapable de le vendre dans un marché européen, c'est qu'il y a un problème quelque part économique. Et là, je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Et l'histoire est partie comme ça, en fait, une excuse, un constat et aussi un sillon qui avait été tracé quelque part par ma maman. Ah, c'est dingue. Donc, on va reprendre de l'enfance. Donc, ta maman est arrivée en France, elle a étudié. Qu'est-ce qu'elle faisait en parallèle de la vente de palettes ? Elle était ingénieure en environnement. Ok. Et les spécialistes des cours d'eau et des rivières. D'accord. Wow. Donc voilà, elle a monté son entreprise toute seule et de conseils. Ah oui, donc en entrepreneur. fait. Ouais. D'accord. Et ton papa ? Et mon père, c'est les premiers un peu écologistes. Il était sociologue à la base et il était élu Génération Écologie en Picardie, donc très sur le milieu politique et associatif. Et donc, j'ai toujours baigné dans cette espèce Puis on a grandi aussi dans un lieu qui était complètement fou, une espèce d'ancienne usine moulin où on faisait plein d'événements, de choses, de création artistique, de plein de tentatives. Et c'est les premiers qui ont une vision sur l'écologie. C'est-à-dire que dans les années 90, il faut imaginer s'était vu comme des... Aujourd'hui, tout le monde en parle, enfin, tout le monde est... Oui, c'était limite baba cool, quoi. Ouais, puis surtout dans un milieu comme la Picardie, tu vois, qui est un peu rude, on était vus, tu vois, c'était les extraterrestres, un peu là. Ouais. Et c'était des gens qui comprenaient, si tu veux, qui étaient des espèces de précurseurs et qui voyaient, justement, les ressources qui ne sont pas infinies, l'importance de l'environnement, de la protection des rivières, la protection des sols. Donc, c'était des gens qui avaient une prise de conscience. Et j'ai complètement baigné, on va dire, dans ce milieu politique et associatif, quoi, qui a fait un peu toute mon enfance, quoi. Ouais. Est-ce que tu es fils unique ou tu as des frères et sœurs ? Alors, mon père, c'est vraiment... On est une très grande famille parce qu'on a eu différents mariages, enfants, donc on est 6. Voilà. Ah ouais. On est issus de différents mariages, donc on était avec beaucoup de monde. Donc c'est vrai que mon enfance c'était beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de liberté. C'est-à-dire que c'est vrai que l'enfance près d'une rivière ou en liberté, ça offre, je pense, un autre regard un peu sur le monde. Et c'est quelque chose qui marque à vie, on va dire, cette espèce d'horizon, de liberté, de pouvoir aller apprendre tout seul à pêcher quand on est tout petit. C'est vrai que ça crée quelque chose, mais qui... donc m'a donné en fait aussi cette idée de repartir en Grèce et de retrouver, de redonner à mon fils qui a... justement ce goût de la liberté, je pense que c'est un goût que tu peux cultiver que quand tu es hors des grandes villes. Oui, c'est dingue. Oui, et tu sais comment tu l'as vécu et à quel point c'était génial. Donc, tu veux lui offrir au moins la même chose, si ce n'est mieux, quoi. Voilà.
Et à l'école, comment ça se passait ? Écoute, à l'école, plutôt bien. J'étais dans un tout petit village, et puis après j'étais dans une plus grande ville qui s'appelait Saint-Quentin. C'était toujours très très agréable. Moi, j'ai baigné dans un milieu qui a toujours été vraiment très très agréable. Par rapport à moi, double culture, sans aucun problème, juste même plutôt valorisé. C'est-à-dire que c'est ça aussi que quand t'es grec, c'est quelque part déjà un signe distinctif, on va dire, généralement vu par des personnes. Et c'est vrai que ça a toujours été plutôt intéressant. Enfin, moi, j'ai passé vraiment une enfance merveilleuse. Bon, après, j'étais un peu plus turbulent à l'âge de l'adolescence, comme je pense beaucoup de personnes, où on a l'énergie qui monte, et ça, c'est vrai que ça a été une période assez belle. Et après, je suis parti à 18 ans. J'ai été à Versailles. J'étais chez l'ex-femme de mon père. Et j'ai fait ma dernière année au lycée Hoche à Versailles. Okay. Alors là, ça a été le grand basculement, le grand changement. Ah ouais. Comment tu l'as vécu ? Écoute, pas mal, parce que c'est des moments qui sont intéressants. Tu sors un peu de une espèce de routine que tu as créée, de moments. Tu te mets en danger sur des moments qui sont un peu fondateurs pour toi, où tu vas te retrouver, où tu connais personne, tu es dans des milieux qui sont pas forcément les tiens. Tu te mets en danger, et du coup, ça permet en fait quelque part de commencer à lire, de commencer à créer, si tu veux, une réflexion, de te mettre un petit peu en retrait et de voir que voilà, il va falloir, tu vois, un peu quand même se battre, aller chercher des choses, que tout ne viendra pas comme ça. Et c'est des moments qui sont assez intéressants. Moi, j'aime beaucoup ces moments de transition où justement on n'est pas forcément sûr de soi, on n'est pas sûr de la route qu'on emprunte, on prend des risques. Et je trouve que c'est des moments qui sont vraiment très très formateurs si on en prend conscience. Ouais, c'est clair. Justement, cette conscience, est-ce que tu l'avais déjà à ce moment-là ? Parce que là, t'en parles vraiment avec beaucoup de sagesse, je trouve. Est-ce que tu l'as aussi bien vécu à ce moment-là ? Ouais. Je sais pas, j'ai des espèces de choses où je vis toujours bien en fait les choses. C'est-à-dire que je pense que même en enfer, je passerai un bon moment avec l'évêque autour. Enfin, c'est-à-dire que j'essaye, j'ai toujours une volonté de prendre ce qu'il y a de positif dans les choses, justement d'avoir une espèce de bénédiction de la beauté de la vie et de ses rapports et des énergies qu'on peut avoir sans justement être dans la pesanteur. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ces moments. Je déteste, si tu veux, tout ce qui est routine, tout ce qui est quelque part chose où on sait ce qu'on va faire, comment ça va être fait. Cette espèce, tu vois, de lente mort, comment j'appelle, si tu veux, où tu ne vis plus, en fait, t'es quelque part en machine automatique. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut, c'est ma façon de... Ouais, t'as besoin de nouveautés, t'as besoin de rencontres. Oui, de toujours, si tu veux, d'avoir des nouveaux horizons, de toujours s'interroger sur ce qu'on fait, de toujours, si tu veux, créer des espèces de passions aussi qui sont importantes et qui te nourrissent. Et surtout aussi, à des moments, être dans la capacité de se mettre en difficulté et justement de se former à quelque chose dans lequel on va croire. Ouais, c'est très inspirant. Je sais pas. Ah, si. Je sais pas, mais donc ces années-là, alors c'est assez marrant parce que c'est des années politiques, tu vois, c'est des formations, moi, à ce moment-là, qui sont politiques. C'est le moment de la guerre en Irak, donc je m'intéresse un peu à la géopolitique, à ce que c'est justement le Moyen-Orient. Tu vois, donc quand tu as aussi à ce moment-là du temps, tu commences à avoir tes premières réflexions, tu t'intéresses à toutes ces choses-là. Et après, je me suis retrouvé à l'université de Paris X Nanterre. Tu savais ce que tu voulais faire ? Non, pas du tout. J'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup enfin, tu vois, j'étais pris dans ce monde un petit peu politique, tu vois, de réflexion, d'extrême gauche, tu vois, où tu essayes de réfléchir un peu le monde, ses injustices, le pourquoi. Enfin, tu vois, t'es vraiment dans une construction, on va dire, enfin, tu vois, de personnes, mais aussi tu essaies de compréhension du monde et de ces échanges, ces inégalités, essayer de vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. Tu vois, tu deviens un citoyen aussi, tu vois, tu commences justement à créer un esprit critique, à essayer d'analyser des discours, enfin, tu vois, être vraiment... Et ça a été des années qui ont été merveilleuses, tu vois, à la fac, parce que je trouve que
c'est une des chances en France quand même. T'as à l'université pour 300 € à l'époque, d'inscription, tu te retrouvais avec des pontes de la sociologie, tu vois, où tu les écoutais, t'as envie de te lever de l'amphi et puis de les applaudir, quoi, tu vois, vraiment. Et tu te dis, il y a quand même, c'est assez merveilleux, tu vois, dans un amphi où il y a 1000 personnes, t'es là et puis t'écoutes, tu vois, des mecs qui poussent, tu vois, qui te poussent dans la réflexion. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'une des très belles choses du système universitaire français, en tout cas à l'époque. Hein, j'espère qu'il perdure et qu'il en est. Mais c'est vraiment un moment pour moi qui aussi pareil était très très intéressant parce que tu vois, ça t'a justement des rencontres marquantes. Moi, j'ai mes amis pour la vie, je les ai rencontrés à l'université, quoi, tu vois. Et pareil, où tu as du temps, tu as de l'échange, tu voyages, tu vois, il y a une espèce d'immense liberté. Et qui a été, pour moi, miraculeuse, quoi, tu vois. C'était un bonheur, quoi. Est-ce que la bouffe faisait déjà partie de ta vie à ce moment-là ? Alors, si tu veux, au-delà de la bouffe ou des choses comme ça, c'est plus l'échange, moi, si tu veux, j'ai adoré, tu vois, organiser des fêtes où on rencontrait plein de gens, ou à la maison, ou des choses comme ça. Moi, j'avais pas d'argent, tu vois, le restaurant, j'y suis jamais allé. Quand j'ai été à l'université, c'était quelque chose qui était très, très éloigné de moi. C'était pécunier, hein, c'est-à-dire que... Ouais. Donc... c'était pas du tout, si tu veux, quelque chose qui rentrait, si tu veux, en ligne de compte dans ma façon d'être. Et on était beaucoup plus en fait politique que sur un truc, tu vois, de s'intéresser à la nourriture. Tu cuisinais pas forcément à la maison. Un peu, enfin, tu vois, pour les copains, enfin rien d'intéressant, si tu veux. Mais il y avait par contre cette idée de se rencontrer, d'être ensemble, de partager. Tu vois, et c'est ça qui était, qui nous unissait, quoi. Donc on parle d'une période de 5 ans avec beaucoup de, tu vois, redoublement, beaucoup de blocages universités, plus étudiants grévistes, quoi, que étudiants vraiment. Ouais. Et donc, mais ça fait partie de la formation. Hein. Oui. Et si tu veux, on revient à cette période où tu vois, t'as fait un peu le tour, t'as refait la même chose, c'était super intéressant, et où le cycle se finit. Et en fait, si tu veux, c'est à ce moment-là où, en fait, les hivers, je rentre en Grèce et je me rends compte que je me sens bien, en fait, en Grèce, que je me sens apaisé, qu'il y a quelque chose qui m'attire. Et si tu veux, justement, c'est à ce moment-là, tu vois, quand tu as 25 ans, où tu as une espèce de bascule, tu vois, dans même un peu plus tôt, 23, 24, tu vois, ce que tu vas faire de ta vie. Et puis ça, c'était un peu miraculeux, parce que je me retrouve, tu vois, au milieu des oliviers de mon oncle. Je regarde, et puis je dis, je vais faire ça, quoi. Tu vois, des fois, c'est juste savoir ouvrir les yeux et savoir, en fait... prendre les choses qui sont devant toi, que tu vas pas forcément voir, et bien qui vont à un moment te faire un déclic, tu vois, et qui vont te sauter aux yeux. Donc c'est là où je vois, si tu veux, que je me prends en fait d'une passion sur justement ce que je t'ai dit, sur l'huile d'olive, sa non-représentation, son pourquoi, ces choses comme ça. Et donc j'obtiens ma licence et je me décide même à ce moment-là, je sais que je veux partir en Grèce et que je vais passer 3 mois tout seul à l'époque à Kalamata pour justement essayer de comprendre c'est quoi l'huile d'olive, comment ça fonctionne, qui la ramasse, qui la vend, qui l'achète, qui fait quoi. Dans ta famille, il y en a déjà qui la vendait, qui l'achetait, qui la pressait En fait, tout le monde fait de l'huile d'olive à Kalamata. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est assez drôle. Et je pense que tout le monde, tout jeune, si tu veux, il a voulu être entrepreneur de l'huile d'olive. Ah ouais, c'est dingue. Après, c'est les meilleures olives du monde, non ? C'est les olives qui sont extraordinaires. L'huile d'olive, elle n'est pas faite à partir de ces olives-là, elle est faite d'une autre variété qui s'appelle Koloneiki. Mais tous, ils ont un travail dans les oliviers, et tous se sont dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Mais si tu veux, la différence, si tu veux, avec ce que j'ai, moi, c'est le regard français et, si tu veux, la capacité de faire le pont, en fait, entre mes deux cultures. Et ça a été un avantage, justement, donc, pour essayer de comprendre comment valoriser un produit qui était défaillant, si tu veux, et qui... le problème de l'huile d'olive, c'est qu'en fait, très vite, en Grèce, en tout cas, là où on était à cette époque-là, les mecs le voyaient comme quelque chose, si tu veux, d'une espèce de business d'hyper grossiste. C'est-à-dire, on va vendre des tonnes en Chine sans avoir aucune réflexion
sur la qualité, sur la façon de travailler et sans même sur la volonté, tu vois, d'être au plus près de l'arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette culture quelque part paysanne d'excellence que moi j'ai trouvée en France. Que j'ai vu, tu vois, la valorisation, si tu veux, quand je voyais des Olivier & Co, la façon dont c'était présenté, les huiles d'olive, à quel prix, le sourcing, les choses comme ça, tu vois, c'est un choc par rapport à des trucs où, en Grèce, tu as tout un processus, tu veux, agricole qui est fait jusqu'à un certain point de manière mais parfaite, artisanale, et tu n'as pas la bascule derrière dans un savoir-faire de distribution. Ah, c'est dingue, hein. Ils t'attendaient. Non, je pense enfin, tu vois, ça a mis du temps. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui l'ont fait, qui l'ont bien fait, et c'est ça qui était intéressant, c'est que ça a amené. Mais je vais peut-être me dire, tu vois, au bout de 20 ans, que j'ai un peu de tristesse, parce que j'attendais même que ça aurait pu évoluer, ça peut évoluer encore plus. Et aujourd'hui, les chiffres d'export sont toujours les mêmes. Ah ouais. Rien n'a évolué. Toujours autant en vrac. Toujours un peu caché. Ce qui a évolué, c'est le regard qualitatif qu'on a pu mettre sur les produits. Ça, c'est ce qui a été intéressant. C'est-à-dire que je suis très content, là, dernièrement, là, il y a une conférence, tu vois, ministre de l'Agriculture, Kalamata, et ben, c'est la productrice de feta qui a parlé, tu vois. Ça, je pense qu'on a un petit peu, tu vois, influencé ce genre de choses. Tu vois. Avant, on l'aurait pas invité. C'est-à-dire que c'est des politiques qui allaient parler, tu vois, de travail d'un paysan. Aujourd'hui, peu à peu, il y a une compréhension, une valorisation des artisans sur place pour les mettre en avant. Et là, on a peut-être réussi quelque chose. Après, parce que je te parle de ça sur la feta, c'est-à-dire que l'huile d'olive a été un premier produit. La première vente, elle est très, très drôle, tu vois, parce que comme je t'ai dit, zéro en restaurant, enfin, tu vois, rien. Et là, tu sors d'école, enfin... Ouais, je sors d'histoire de sociologie. Bon, voilà, je reviens de Grèce, j'ai 600 litres à vendre. Bon, tu vois, tu pars complètement à l'aventure. J'achète un guide Michelin, j'ouvre le truc et je vois le Châteaubriand à côté de chez moi, tu vois. Bon, j'y vais, je vais avec mon bidon. Je savais pas que t'avais commencé par le Châteaubriand. Ah bah ouais. C'est pour ça que la dernière fois quand il y avait David, tu vois, c'est des souvenirs très, très émouvants pour moi parce que c'est... on a fait ensemble. Donc, j'y vais. J'amène mon bidon de 5 litres. Je le fais goûter. Les mecs me disent, vas-y, ramène-nous 2 bidons, quoi. Ah ouais. Voilà. C'était aussi simple que ça. Et eux, tu sais ce qu'ils avaient comme huile d'olive avant toi ? Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui prenaient des choses des Espagnols. Aussi, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Cédric Casanova, de la Tête dans les Olives. On a une relation qui est magnifique, parce qu'il a fait un travail absolument fabuleux sur la Sicile, tu vois, pareil, dans la même idée de valorisation, tu vois, des artisans locaux et des agriculteurs. Et c'est quelqu'un qui, dans sa façon de voir le commerce et ce qu'il voulait faire, m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Donc voilà, on a toujours travaillé un peu main dans la main. Donc ce qui était intéressant, moi, avec Inaki et le Châteaubriand, c'est qu'à chaque fois, quelque part de base, maintenant, je ramenais un produit et c'est eux qui goûtaient, quoi. C'était mes goûteurs un peu sélectionnaires, tu vois. C'est comme ça que tu fais. De luxe. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Châteaubriand, donc c'était le temple de la bistronomie il y a 20 ans, il y a 15 ans. Quand ils ont commencé, et quand on parlait de David, c'est David Loyola, qui est un invité d'un précédent épisode du podcast. Et je conseille le super livre qui a été fait d'ailleurs sur le Châteaubriand, qui justement reflète toute une époque, tu vois, d'énergie créatrice, de capacité à des mecs, tu vois, de faire rentrer... Je suis rien du tout, hein, tu vois. Les factures, je les fais à la main. Enfin, tu vois, j'ai aucun au niveau mais c'était de l'humain et c'est ça, c'était de l'humain pur, de la confiance. Et puis on y va. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé, tu vois, tout au fil de ce parcours et d'être justement aidé, protégé par des gens, tu vois, avec un énorme sens. Tu vois, du partage, de l'amitié, du conseil, enfin toujours très bienveillant. Et j'ai eu vraiment une chance d'évoluer dans ce milieu et de pouvoir rencontrer des personnes d'exception. Je pense à Yves Candebord. Alors, attends. Parce que déjà, on est déjà en train de parler des restaurants. Moi, j'aimerais savoir comment tu te lances. Enfin, est-ce que c'est toi qui vas presser l'olive ? Est-ce que tu vas te renseigner ? Moi, je me lance. Comme je t'ai dit, le premier, tu vois, on avait au début, on a un petit champ avec ma maman. Il y a 40 arbres. Tu vois, en fait, elle achète ce champ pour passer tous les hivers, parce que la récolte de l'olive, avec ma grand-mère.
D'accord. En fait, tout est excuse. Ta grand-mère est très importante dans votre histoire. Totalement. C'était un sacré personnage. C'était vraiment une femme très très forte. Les premières femmes à Kalamata à avoir eu son commerce, qui gérait, tu vois. Enfin, c'était vraiment une femme d'exception, tu vois, très. Impressionnante pour un gamin, pour moi. Tu vois, elle avait un côté un peu félinienne, tu vois. Et puis une femme qui riait, qui était heureuse, qui était vivante. Enfin, tu vois, qui est vraiment. Un être pour moi d'exception, quoi, tu vois, qui était impressionnant, quoi. Est-ce que tu avais ton grand-père aussi ou pas? Non, mon grand-père, il est mort en 74. C'était un ancien marin qui suit un peu la dramatique de la Grèce, c'est-à-dire qu'il a été résistant communiste et il a été au moment de la guerre civile en Grèce après la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis les communistes, ils ont perdu et les ont envoyés sur des îles de concentration. Donc c'est quelqu'un qui a vécu les drames politiques de la vie grecque et qui était assez marqué, mais qui était quelqu'un de très très éduqué, issu d'une famille assez prospère et qui justement a voulu que ma mère apprenne le français. Donc il l'envoyait à des espèces de consulats, c'est-à-dire qu'à l'époque, la France, partout dans des grandes villes comme ça, avait des espèces de petites ambassades, de lieux pour apprendre le français. C'est un peu comme l'Alliance française. Voilà, un peu comme l'Alliance française. Il y avait vraiment la langue française, si tu veux, c'était la langue justement de distinction pour les gens. Et mon grand-père a poussé à cela, d'où tu vois cette espèce de chemin qui a été fait. Donc ça a été cette voie-là, quoi. Ok. Et je me demandais juste, et on va revenir à comment tu te lances dans l'huile d'olive. Ta maman, elle faisait toujours venir des palettes, même là dans les années 2000? Oui, elle a commencé, je pense, fin des années 90, début 2000. Même s'il commençait à y avoir de l'huile d'olive dans les magasins. Pas tant que ça? Pas tant que ça. Sérieux? Je pense, tu vois. Non. C'est l'huile, c'était vraiment un truc. C'est peu à peu monté en gamme, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, quand je vois Puget qui met huile d'olive graisse, putain, je me dis, on a même influencé, tu vois, des trucs comme ça où les mecs, ils ont compris qu'on peut quand même faire un petit effort sur la provenance. Et donc, peu à peu, tu as eu cette montée en gamme et qualitative qui est quand même très, très, très intéressante. Et ça s'est fait comme ça, quoi. C'est dingue, parce que je pensais que les huiles de Provence, tu vois, comme Alziari et tout ça, existaient depuis super longtemps. Alors, il faut savoir que la France a eu un drame au niveau de l'oliveraie française. C'est en 56, il y a eu un gel qui a décimé 95% des oliviers. Okay. En quelques heures. Donc, quelques heures. Ouais. Les mecs ont tout perdu en une nuit. Donc, tu t'es retrouvé avec une production française rikiki par rapport à la demande de la France, et surtout avec tout un travail à reprendre peu à peu. Donc, par contre, comme les Français, ils ont vraiment quelque chose de fabuleux, c'est la défense de leur territoire, de leur terroir et de l'artisanat agricole. C'est-à-dire que ça a toujours été mon exemple quelque part. Moi, je m'étais baladé justement vers 2007-2008, au moment où j'ai l'idée justement autour de l'huile. Tu vois, tu vas voir, en fait, tu prends toutes les directions et tu vas... ça, c'est l'esprit un peu universitaire. Tu vas comparer, tu vas regarder par toi-même, tu vas voir ce qui est intéressant. C'est-à-dire que tu fais un espèce de travail, tu fais une méthodologie quelque part d'observation pour voir ce qui est à apprendre, comment, quoi, et tout ça. Un benchmark, quoi, ouais. Ouais, travail, si tu veux, de recherche. Ouais. Voilà, tout simplement. Et je me retrouve dans les Baux-de-Provence. On se balade, et là je vois route des Oliviers, fête de l'olive. Les moulins, tu rentres dedans, c'est des musées, t'as envie de tout acheter, c'est valorisé, extraordinaire, c'est fabuleux. Je compare à ce qu'il y a en Grèce. Le moulin, il est caché. Je pense que si tu vois, tu peux pas rentrer dedans. Aucune fierté. Tu vois, t'es à Kalamata, tu peux pas acheter d'huile ou d'olive, rien. Tu vois, c'est complètement sous le manteau, en famille, ou des choses comme ça. Et donc, je compare, si tu veux, ces deux univers, et je me dis, il y a quand même, tu vois, il y a quelque chose à faire pour défendre. Ouais, c'est clair. Et pour monter en gamme, et pour essayer de se rapprocher, justement, de quelque chose, de l'excellence, quelque part, française, même italienne aussi, tu vois, quand tu vas, pareil, en Toscane, ou t'as des gens qui valorisent simplement leurs produits, tu vois, il y a pas grand chose à faire, tu vois, c'est un espèce de petit truc. Et, oui, il y a eu du chemin qui a été fait quand même, qui était pas mal.
Ah, c'est clair. Et donc ta mère a acheté donc ce terrain avec les 40 oliviers. Voilà. Et donc en hiver, le premier hiver, on se lance à la première récolte. Tous les deux. Ouais, avec mon oncle, on est tous les trois et on ramasse en une semaine, je crois 1,5 tonne d'olives. Enfin, tu vois, et alors là, c'était super. Enfin, c'était complètement, en plus, pas plouc, mais tu sais, on n'était pas. On n'a jamais c'était là, on se lançait, quoi. Donc, on avait des bâtons, des trucs. Enfin, c'était une galère de dingue. Mais et vous saviez comment faire? On avait 3 filets, 2 trucs de bâton, couper certaines branches, on apprenait. Tu vois, mon oncle avait quelques notions, ma mère pareil. Enfin, mais c'était de la force physique, quoi. Tu vois, c'est la première fois que tu mets ton truc. Et tu vois, on y arrive, on sort, je sais pas, 300, 400 litres, tu vois, d'huile. Je me dis, putain, c'est magique ce truc quand même, tu vois, tu taffes, t'as ton huile après, derrière. Alors, comment vous faites l'huile? Alors, c'est vraiment, c'est assez facile. C'est un jus de fruits, en fait, l'huile d'olive. C'est-à-dire que tu vas couper certaines branches sur l'arbre. Après, tu vas gauler, en fait, ce qu'on appelle gauler l'arbre, c'est-à-dire avec des bâtons. Tu vas faire tomber ces olives-là dans le filet. Tu ramasses le filet, tu le mets dans un sac et après, tu les amènes au moulin. Voilà, okay. Une espèce de... Bon, après, il y a des techniques maintenant de ramassage qui sont, tu vois, c'est une guerre, en fait, l'olivier. C'est vraiment un métier, quelque chose qui est très difficile parce que c'est un arbre qui est très, très dur. C'est-à-dire, contrairement aux vendanges où il y a quelque chose, tu vois, de très... pas facile, mais tu vois, c'est... Bon, voilà, t'as ton sécateur, faut se pencher... Mais je sais pas, il y a, tu vois, une espèce de... L'olivier, tu commences, il est 8h du mat, jusqu'à 17h, la journée, elle passe, c'est un éclair, quoi. T'as rien compris, quoi. Tu vois, il faut être très, très organisé, très méthodique, très précis, travailler en équipe, avancer. Enfin, il y a vraiment un travail qui est très, très joli. Et après, tu vas au moulin, t'amènes tes olives, c'est pressé, et tu goûtes ton huile. Et là, c'est la beauté d'un travail où tu goûtes ses fruits dans l'instant et puis t'es subjugué, quoi. Tu vois, c'est dingue. Putain, c'est top. Et alors, c'est peut-être une question bête, mais du coup, l'olive, elle est pressée avec son noyau. Oui, tout est pressé. Toujours pressé avec son noyau. Alors, là, je reprends une phrase de Cédric, je trouve très très belle sur l'huile d'olive, pour justement comment on peut connaître la qualité d'une huile d'olive. C'est que l'huile d'olive, c'est une équation dont personne n'a la réponse. Ouais, la formule. Donc, c'est-à-dire le mec qui dit, moi, je sais sur l'huile d'olive, c'est ou un menteur, ou un escroc, enfin, tu vois, non. Et puis surtout, il n'y a pas de meilleures huiles d'olive. Tout le monde fait la meilleure huile d'olive à partir du moment où elle est faite de manière artisanale, propre, qu'on y met, tu vois, son amour dedans, je pense. Mais ce qui va être très intéressant, ça va être plusieurs facteurs qui vont être identifiés. Le premier, ça va être la variété, donc de l'olive qu'on va travailler. Deuxième, les sols. Sur quels sols sont. C'est des sols, tu vois, très très secs. Plus c'est sec et plus c'est caillouteux, on va dire, plus l'arbre a du mal à chercher, plus tu vas avoir une concentration au niveau du goût. Donc c'est vraiment très intéressant. Cette notion de sol, c'est quelque chose que moi j'ai découvert à Kalamata, à force justement, tu vois, de goûter de différents producteurs, différentes façons. Et après, troisième, le moulin. La façon du travail du moulin et la qualité, si tu veux, du moulinier, la façon dont il va travailler l'olive, comment il va la malaxer. Enfin, tu vois, il y a beaucoup encore de secrets qui sont derrière. Et au final, ton jus qui va sortir, quoi. Ouais. Donc, tu vois, t'as vraiment des choses. Et ce que j'ai vu en 20 ans, c'est des fois, t'as tu vois, cette année, c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas eu de floraison, tu vois, cet été. Parce que l'année dernière, il y a eu un coup de chaud. Et l'arbre, il s'est, tu vois, complètement rétracté. Il n'a pas pu créer, tu vois, ses branches pour faire des fleurs. Donc, on repart tout à zéro, quoi. Ouais, c'est dingue. Ouais, parce que les fruits sortent des fleurs, c'est ça? C'est ça. L'olivier, c'est une espèce d'arbre qui travaille sur 2 ans. Ok. Première année, il va faire des branches. Deuxième année, il va faire des fruits. Et c'est un arbre qui a besoin d'être mis en danger. C'est-à-dire qu'il va falloir tailler, s'occuper, pas le laisser partir dans tous les sens. Il va falloir choisir sur les branches, sur les fruitiers qui vont donner. C'est vraiment un arbre extraordinaire parce que tu as tout le temps, quelque part, la tête levée. Là, tu regardes. Et anthropos, en grec, c'est l'homme qui lève la tête. C'est-à-dire, contrairement au monde d'aujourd'hui, où on baisse la tête à regarder un téléphone et à être, si tu veux, complètement inspiré vers du gouffre. Ouais. Tu vois, tu lèves et tu regardes. Et tu choisis. Tu lèves, tu choisis et si tu observes. Tu es tout le temps dans l'observation. Et t'as pas forcément les réponses, mais t'as un temps qui est vraiment très très long. Et tu t'attendais à ce que ce soit autant de paramètres quand t'as commencé ? Non.
Non, tu vois, si tu les fruits, tu dis, bon, c'est de l'huile, quoi, ouais. Non, c'est quand même beaucoup c'est dingue, hein. plus complexe que ça. Et du coup, quand vous la goûtez, votre première récolte, tu goûtes, tu veux, après, c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est que quand tu les premières presses, quand tu justement t'amènes là, t'as un produit qui est vert fluo, quoi, tu vois, qui est éclatant, tu vois, qui est merveilleux, qui est trop beau. Et je me suis dit, mais comment ça, pourquoi on l'amène pas directement à Paris, quoi. Et j'ai fait en sorte que, pressé, et une semaine après, c'était à Paris, tu vois. Ouais. Et donc ça a commencé au Châteaubriand. Ça a commencé au Châteaubriand, et peu à peu, si tu veux, tiens, va voir Raquel Carena au Baratin, va voir ci, va voir là. Dégustation avec des producteurs de vin nature, on devient très amis, avec plein de copains vignerons. Enfin, tu vois, je commence à rentrer un peu dans ce milieu-là. Ça se fait tout doucement, tout naturellement. Et tu vois, première année, je fais 10 000 balles de chiffre d'affaires. Bon, tu vois, je suis auto-entrepreneur, j'ai pas de... Grâce à ma mère, elle a un petit appartement, j'avais pas de loi, tu vois. C'était à chaque fois du plus, deuxième année 20 000. Enfin, tu vois, ça commence 40. Et là, on attend 70 000, tu vois, en 3-4 ans. Et là, tu vois, le truc devient un peu gros, et puis je monte une SARL, quoi, après, derrière. Au bout de 4 ans, tu montes la SARL. Ouais, c'est au bout de 4-5 ans. Et t'étais tout seul à ramener à chaque fois les bidons d'huile Alors, avec un transporteur, je stockais dans ma cave, en dessous de mon appartement. Enfin, tu vois, c'est des toutes petites... moi, j'aime beaucoup, si tu veux, cette vision de progression à petits pas dans des marches, si tu veux, où tu commences dans la cave. Après, tu vas croiser les mecs de Terroir d'Avenir. Ils disent, on a de la place à l'entrepôt, tu peux l'être. Et là, tu vois, tu passes une autre dimension. Ouais. Tu les côtoies, tu vois ce qu'ils font, tu es complètement subjugué de leur capacité à ramener des produits de dingue, à les livrer dans Paris, à la façon de faire. Ils te prennent sous leur aile. Enfin, tu vois, et toujours t'influencer quelque part de personnes, justement, qui vont t'amener vers des chemins, tu vois, d'évolution propre. Donc ça a été des très très belles rencontres et des façons, tu vois, moi je suis vraiment une catastrophe j'ai pas fait d'école de commerce, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais une stratégie quand tu as commencé par des restos, en fait? Moi, ça a toujours été la restauration, si tu veux. J'ai eu un plaisir infini de rencontrer. C'est vraiment un milieu, moi, qui m'a énormément plu tout de suite, quoi. Ça a été vraiment un coup de foudre, quoi. Parce que c'est marrant, comme tout à l'heure, on parlait justement des restaurants et que tu fréquentais pas du tout et tout. Comment il y a eu ce déclic de, en fait, moi, je veux bosser avec ces mecs-là? Moi, il y a des idées de quantité déjà, tu vois, de volume. Donc, c'est-à-dire que moi, je me suis jamais vu sur de la petite épicerie ou des choses comme ça. Ça a été la question du volume. Mais après, tout de suite, ce que j'ai vu, par exemple, avec Inaki et avec d'autres personnes qui, à l'époque, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu veux, il y a une réflexion, il y a un mouvement qui se crée et il y a une superbe émulation, quoi. Tu vois, à l'époque, tous les mecs qui arrivent, qui ramènent des produits d'Espagne, d'Italie, tu vois, on se rencontre tous, tout le monde est ensemble. Il y a toute une école, tu vois, de mecs qui font différemment, qui font des lieux, qui ont de l'énergie, où t'es pris dedans. T'as envie d'être dans cette bande, quoi. Tu vois, c'est comme un peu le mouvement rock, tu vois, ou des mouvements, tu vois, qui ont pu être faits. Et tu te retrouves dedans, tu vois, avec ton petit rôle à toi, tu vois. J'ai dit, le livre du Châteaubriand, moi, ça m'a rappelé mes 20 ans, quoi, tu vois. C'est un truc, c'est des souvenirs et c'est des choses qui restent à vie. Et t'es forcément marqué, quoi. Et du coup, au bout de 4 ans, quand tu montes la SARL, les 70K et tout, est-ce que tu sais comment tu veux faire évoluer tout ça ou En fait, j'ai jamais su. C'est en faisant que... C'est toujours... Non, mais c'est pour le coup, c'est vraiment en faisant. Et effectivement, il n'y a jamais eu de stratégie... Si tu veux, il y a eu toujours, tu vois, c'est des évolutions. Quand j'ai commencé à livrer à la main, en scooter, après avec une petite Clio 2 places, après, tu vois, en Vito. J'ai rencontré ma femme, elle est venue en France, on travaillait chez moi avec mon premier collègue, elle nous a dégagés parce qu'elle n'en pouvait plus nous avoir à la maison. Il fallait trouver un local. Bon, on a trouvé un truc magnifique rue de Savy, dans une petite rue cachée, tu vois, du 20e, tu vois, où j'ai monté un espèce de bureau, épicerie, lieu de rencontre, tu vois,
Et voilà, tu vois, c'est que quelque part cette politique un petit peu du hasard et tu sais du moment du kéros, on dit en grec, toi, tu vois, de choses qui, c'est devant toi. T'as une problématique, trouve la réponse à la problématique et crée quelque chose qui va toi te plaire. Voilà. Et donc là, à quel moment tu diversifies tes activités? Alors, c'est fait très vite. En fait, il y a une acquis qui me dit, bon, c'est sympa l'huile, mais tu peux pas ramener des olives. Enfin, tu vois, bouge-toi un peu, quoi. Là, mais tu vois, et moi, je dis, ah ouais, putain, c'est une bonne idée. Quoi, oui, et t'avais jamais pensé à ramener autre chose. Non. Et tu vois, je trouve un mec un vieux monsieur qui fait des olives extraordinaires. Tu vois, il s'appelait Calamaras. Un vieux monsieur, le local, mais pourri. Le mec, il a 90 ans, mais les olives, elles sont, dinguissimes, si tu veux. J'avais au Châteaubriand, je me disais, putain, mais c'est quoi ce truc de malade? Enfin, tu vois, à chaque fois, c'était ça, quoi. Pareil, à un moment, je cherche de la feta. Tu vois, je lui ramène un petit bout de feta. Il y a un goût, il fait, mais c'est quoi ce truc? C'est la première fois que je goûte de la feta, quoi. Bon, tu vois, le mec, aujourd'hui, la feta, on fait 20 tonnes avec lui. Mais non. Ah ouais, et puis le mec, c'est la première fois qu'il fait de l'export. On recrée ses étiquettes avec lui. Enfin, tu vois, on fait tout un travail de valorisation. Donc, alors, hasard, tu vois, il y a une part de hasard, il y a une part de comment ça s'appelle, je te dis, de rencontres, de moments. Ouais, c'est ça, au bon moment, au bon endroit, et d'écouter finalement. C'est ça, de savoir écouter, de sentir les choses qui amènent. Et il y a toujours cette volonté qui est de base, c'est-à-dire que l'huile d'olive, on a notre marque qui s'appelle Profil Grec. Tous les autres produits sont vendus sous la marque des producteurs, si tu veux, parce que c'est mon idée, tu vois, pour moi, quand tu es artisan, tu défends, c'est ton savoir-faire et tu vas pas poser, si tu veux, tu peux poser peut-être ton logo avec le truc, mais jamais, tu vois, brander quelque part quelque chose qui ne t'appartient pas. Ouais. C'était toujours ce qu'on a défendu, puis qu'on continue de défendre. Et Profil Grec, pourquoi ce nom? C'était au lycée, c'était ma prof de physique qui disait que j'avais le profil de gangster quand j'étais un peu turbulent. Et de gangster, ça m'était resté carrément dans le truc. Ouais, on avait des rapports un peu tendus. Et ça m'avait fait rire. C'était assez, voilà. Et un jour, je cherche. Et il y avait un très beau... l'histoire est vraiment rigolote de cette histoire de Profil Grec. Parce que donc, c'est quelque chose qui mûrit, tu vois, dans ma tête, tu vois, le profil. Tu vois, je cherchais quelque chose, tu vois, vraiment, et ça a mis du temps. La marque en elle-même, c'est 4-5 ans après, tu vois. C'est vraiment des choses, tu vois, qui... à un moment, je me dis, ouais, tiens, ça... Tu vois, il faut créer une marque et c'est le truc. Et... j'ai le logo en tête et j'avais prêté ma bagnole, tu vois, à des Français qui étaient à Kalamata, un petit Twingo qu'on avait descendu, tu vois, à l'époque. Et le mec la plante, un petit accident, tu vois, avec la portière. Enfin, tu vois, il y en a pour 500 balles de réparation, il a pas de thune. C'était un super dessinateur, le gars. Ah. Et aujourd'hui, il fait du dessin animé, il s'appelle Artus. Je lui dis, écoute, tu vas me faire un logo, tu vois, j'ai une idée, tu vois, d'une espèce de profil féminin avec, tu vois, des oliviers. C'était en lien avec une autre marque qui s'appelle Inao Tahiti, tu sais, j'avais un copain qui, tu vois pas, c'est une très belle tahitienne de profil, tu vois, qui est très, très, très jolie. Ah si, oui, ça me dit quelque chose. Ah, mais oui, je vois. Ouais. Et donc, c'est un peu, tu vois, j'avais un pote qui allait à Tahiti, il m'avait ramené une serviette, tu vois, comme ça. Et je me dis, tu vas faire ça. On a créé ensemble le premier logo. Ouais, on est en 2013 ou 2014. C'est pas le profil de ta femme? Peut-être le profil d'une amoureuse de l'époque, des choses comme ça. Non, mais comme tu l'as ressenti, c'est aussi un hommage aux femmes, parce que c'est vraiment, moi, c'est complètement une histoire de femme quelque part, entre ma grand-mère, ma mère, même ma compagne aussi, qui après est venue de Kalamata, qui s'est installée à Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours ce rapport très féminin. Et je trouve que l'olivier, en plus, est un arbre qui est très, très féminin, quoi, tu vois, qui donne des fruits, qui est justement un arbre qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui est accompagné, qui est pas simple, qui réagit. Enfin, il y a une magie vraiment avec cet arbre qui est dingue et qui, je trouve, qui est nourricier, qui est chaleureux, qui donne du bois pour chauffer. C'est-à-dire que c'est l'arbre d'Athéna aussi, tu vois. Ouais. Offert aux Athéniens. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de complètement fort avec cet arbre qui est une espèce de matrice nourricière, originelle, quoi. Ouais. Et comment ça évolue, du coup, ensuite?
Ouais, ça évolue, ou ça presque me dépasse un petit peu, parce que si tu veux, à un moment, on augmente on prend une petite boutique, on est avec mon collègue, on fait des livraisons, tu vois, en Vito, ça monte, tu vois. La boutique, c'était déjà celle de la rue de Belleville ? Non, c'était rue de Savy, c'est dans le petit local, là-bas, et là, on commence à faire des chiffres qui sont un peu importants. Et toujours en B2B, là ? Toujours, toujours en B2B, mais donc on se structure, et après on rencontre, tu vois, des crises un peu dingues, quoi, tu vois. Il faut savoir quand même, la France, je pense qu'elle a vécu quand même 10 années de crise très fortes. À partir du moment où il y a les attentats, tu vois, en 2015, c'est le moment où tu vois, ma compagne, elle vient, elle arrive depuis une semaine. Elle est arrivée cette année-là ? Ouais. Ah. Non, mais le 10 jours avant, quoi. Putain, l'horreur. Et elle te dit pas, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi on part pas en Grèce ? Parce que c'est une artiste peintre vraiment d'exception. Elle accompli un rêve, on accomplit vraiment, c'était quelque chose de très, très, très beau. Et en plus, elle fait des peintures qui sont très, très dures, très, très puissantes, un peu à la Bacon, Lucian Freud. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très, 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 du très coup, marquantes. C'est inspirant, finalement, ce qui se passe. C'est quelqu'un qui sait voir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'elle avait fait, c'était assez marrant. Moi, c'est une période que je bénis. Hein. C'était un moment, moi, j'avais ma petite Clio, je tournais la journée dans les restaurants. Elle était à la maison, elle les peignait. Tu vois, je rentrais le soir, elle avait peint des trucs dingues, quoi. Tu vois, il y avait un tableau t'avais l'impression que t'étais dans le Bataclan, quoi. Tu vois. Mais sans le montrer, quoi. Vraiment. Ouais. C'était vraiment un tableau qui m'a... Tu vois, je rentre le soir, et c'est pareil, tu vois, c'était génial, parce que là, il commence à avoir des clients à moi qui lui achètent des tableaux. Tu vois, Yves Candebord, il lui a acheté un tableau qu'il adore, qui est extraordinaire. Pour chez lui ou au resto ? Pour chez lui, au début au resto, tu vois, à l'avant-comptoir à l'avant-comptoir, il l'avait mis, ouais. Et à un moment, il a eu peur qu'on le vole, et il l'a pris pour chez lui. Et c'est un tableau qu'il a, je pense, encore chez lui. Quoi. Ouais. Donc, pareil, on fait, tu vois, ce lien-là. Et voilà, je te dis, c'est une période, vraiment une période bénie, quoi. Et donc, la société aussi donc, se structure. Tu vois, on est viré de chez moi, de mon appart, de vieux célibataire avec mon collègue. Hop, ça dégage. J'en ai marre d'écouter vos conneries. Laissez-moi peindre tranquillement. Et donc, on se structure peu à peu. Je travaille, on commence à être 3 dans la structure. Il y a Baptiste qui nous rejoint, qui fait les livraisons. Moi, je m'occupe un peu de la logistique. Tu vois, ça commence à monter, à devenir assez gros. Et puis, et ça avance. Et quand je te dis les années de crise, c'est des moments, par exemple, le Covid, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Surtout quand tu bosses en B2B. Voilà, c'est ça. Quand tu es au B2B et que tout ton truc, c'est la restauration, que du jour au lendemain, ça s'arrête. C'est le coup près, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu des aides, toi ? Non, 0. C'est dingue. Ouais. 0. Mais c'est assez marrant, tu vois. Regarde, je vais te reparler un peu de ce qu'on parlait au début, quoi. Période de transition, mais extraordinaire, tu vois. Le Covid, on part chez mes parents dans le Nord, tu vois. On a la chance de se réfugier un peu au moulin. Je viens toutes les semaines, il y a tous les mecs, tu vois, il y a une dynamique qui se crée, tu vois, à Paris, où tous les restaurants se transforment en épicerie. Enfin, tu vois, un truc complètement un peu dingue. Et c'est des moments, moi, qui me plaisent, en fait. Ouais. Tu vois, c'est assez marrant. De solidarité. Tu vois, je me souviens de Delphine Plisson, tu vois, elle livrait, elle était là, elle faisait ses paniers, ses trucs, machin. Aller livrer, je monte l'idée d'aller livrer tous les particuliers, tu vois. Dans tout Paris, je monte un truc de commande en ligne, tu vois, et tout particulier devient un restaurant, quoi. Donc, je me fais des vendredis où je fais 40 livraisons, et c'était génial parce que tu pouvais passer, en fait, de Vincennes à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes. Oui. Il y avait, si tu veux, ce côté, tu vois, complète Paris vide, et où tu étais attendu un peu comme un messie. Enfin, tu vois, et les mecs t'attendaient, tu les livrais. Donc, tu rencontrais les gens, tu leur amenais un peu de bonheur, tu vois, un peu de choses. Et c'était une période, tu vois, surtout en tout cas le premier confinement, qui était assez intéressante. Les vendredis, quand je viens à Paris, j'ouvre, et là, je vois la queue devant la boutique. Putain, je me dis, ah ouais, tiens, c'est pas mal. Peut-être qu'il faudrait que tu vois, monter, pourquoi pas, une structure de boutique. Donc, je monte, je me dis, tiens, on va faire une petite épicerie, là, avec bureau, épicerie, pour justement essayer de diversifier par rapport à ce qui est arrivé.
On continue. Il y a les deuxièmes confinements. Tu vois, c'est très compliqué quand même. Tu vois, tu te bats, t'es tout seul. C'est long. Il y a un moment où on fait des chiffres d'affaires, mais qui sont tellement merdiques que je me dis, putain, on fait encore 2-3 fois ça, c'est fini. Et là, coup de bol, il y a Emmanuel Jarry qui m'appelle et qui me dit, tiens, Alex, j'ai envie de faire une vidéo sur de la moussaka et puis ton petit lieu. Ok, on y va. Et là, on fait la vidéo. Et là, c'est une folie, quoi. C'est un carton. Les gens déboulent à la boutique, la queue jusqu'en bas. Enfin, des trucs, mais c'est dingue. Hallucinant. Et donc là, pour rappeler, Emmanuel Jarry, c'est une journaliste qui fait des vidéos sur YouTube. Ouais. C'est meilleur quand c'est bon. C'est ça. Et effectivement, qui a fait venir beaucoup de monde dans les commerces. Qui est une espèce de fée, quoi, tu vois. Enfin, moi, je la vois en tout cas comme ça, de quelqu'un qui vient avec de manière très humble, si tu veux, avec son compagnon, plus sont vraiment c'est comme s'il jouait des rôles. Enfin, c'est très agréable. Et c'est fait avec un tel cœur, avec une telle, tu vois, spontanéité que c'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. Et après, comment à le construire, en tout cas, tu vois, aujourd'hui, ils ont justement un magazine, ils ont des choses comme ça. Ouais. Et donc, voilà, à chaque fois, donc on est sauvé une première fois. Ça, c'est juin 2020, tu vois. Il y a vraiment un truc. Et après, on rentre dans une période, tu vois, compliquée, l'hiver, enfin, tout ça. Et une nouvelle fois, je suis sauvé par un autre truc, c'est un reportage de France 5 sur la feta. Un reportage, mais sublimissime. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était vraiment le reportage, je te l'enverrai, il est vraiment très... Enfin, si tu veux, il montre, si tu veux, le côté artisanal donc du producteur, mais il le compare aussi, tu vois, à l'industriel. Il montre aussi les fausses feta, mais il nous met, nous, en valeur. Mais ça, c'est un truc... fabuleux. Et ils sont venus en Grèce? Ils sont venus en juin 2020 et le truc passe en avril 2021. Ok. Et donc ils disent que vous, parce que c'est pas toi qui produisais la feta, mais non, c'est toi que qui nous on la propose. distribue, comment on travaille, et donc ils avaient filmé aussi la boutique sur place. On avait été dans les montagnes ramasser de l'origan. Tu sais, une espèce de perfection du reportage où la lumière elle est magnifique, tu vois le truc, tu vois ils montrent le berger en train de traire ses chèvres, la feta, comment on fait. Enfin, tu vois, vraiment, et avec beaucoup de cœur. Et là, où on était au creux total, boum, explosion, tu vois, sur la boutique, e-shop. Et là, tu vois, c'est vrai que ça donne une espèce de folie, quoi, tu vois, de trucs qui tombent, mais qui en même temps te sauvent. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc. C'est comme si j'aimais marcher, tu vois, sur un fil. Ouais, c'est clair. Et puis, tu as des bonnes fées. Ouais. Enfin, c'est dingue qu'avec un reportage, une vidéo, tout d'un coup... c'est là où tu vois aussi l'importance, quelque part, des journalistes et de la façon dont ils vont travailler, de qui ils vont mettre en valeur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être, tu vois, sur l'authenticité des produits, d'aller chercher, tu vois. Et c'est ce qui a été un petit peu perdu quand même par la communication, par cette volonté, tu vois, frénétique de nouveauté, de pas quelque part à la fois aller chercher, tu vois, les pépites, des mecs qui font, tu vois, un travail sain, honnête, et pérenne et stable dans le temps. Ouais. Et donc, nous, on a eu des chances d'exposition qui ont été très belles. Et c'est là où je me dis, tiens, on est rue de Savy, quand même, dans la rue la moins passante de Paris, il y a 5 personnes. Et donc, on se dit, on va prendre un local à rue de Belleville. La coup change, je passe devant un truc à céder. Et là, on déménage rue de Belleville. Donc, on est quand, là ? On est en 2021. Ok. Le Covid va se terminer. Et tu as un motif d'espoir, de changement un peu de mentalité, de la façon dont tu vas consommer. Ouais. Bon, il fallait écouter Houellebecq, qui avait une très belle phrase sur le prophétique, comme souvent, où il dit, tu sais, le Covid ne changera rien, ce sera juste encore pire après, dans les rapports humains. Et je pense que malheureusement, il a eu un petit peu raison, si tu veux, qu'aujourd'hui, je pense qu'on vit quand même un moment de crise économique quand même très, très compliqué. Et on paye, si tu veux... moi, je me suis vraiment dit qu'il allait y avoir un changement de la façon de consommer, de voir, si tu veux, les choses. Et là, quand même très, très compliqué, quoi. Tu vois, tu sens que c'est très difficile pour tout le monde et c'est normal. Et
la nourriture, tu vois, saine, de qualité, qui coûte cher. Tu vois, moi, avec les producteurs, j'ai jamais négocié un seul prix, quoi. Si c'était trop cher, je l'achetais pas et je pouvais pas le mettre. Mais il était hors de question pour moi, avec des gens, si tu veux, qui sont des artisans, qui ont les mains dedans, qui se battent et qui sont aussi sur une corde, de négocier un prix de gros ou des choses comme ça, tu vois. C'est ma façon de voir, c'est des choses que j'ai appris avec Terroir d'avenir, tu vois. Terroir, c'est typiquement ce qu'ils ont fait et comment ils ont défendu leur modèle et les personnes. Donc, c'est très compliqué, tu vois, depuis ça, et après d'autres crises, tu vois, à un moment, l'huile d'olive, elle a triplé son prix. Et comment ça se fait ? Il y a eu, en fait, c'est l'Espagne qui a eu des mauvaises récoltes. L'Espagne, c'est la moitié de la production mondiale sur 2-3 ans, et à un moment, il y a eu une pénurie d'huile d'olive, donc offre, demande. Et là, tu te retrouves à plus pouvoir vendre ton produit, quoi. Ça va devenir un produit beaucoup trop cher. C'est-à-dire que l'huile, c'est un produit populaire, tu vois. C'est pas non plus, c'est pas un parfum, quoi. Tu vois, on est dans quelque chose qui doit rester accessible. Et je me suis retrouvé à faire des prix de dingue. Enfin, tu vois, c'est des situations qui sont très complexes, très dures, et à laquelle il faut essayer de trouver des solutions. Donc, tout ça, si tu veux, mis bout à bout, moi, m'a un petit peu fatigué, si tu veux, sur le truc. Et au moment où je me pose la question, il y a mon petit qui commence à grandir. Moi, Paris commence à me fatiguer, tu vois, la ville, le rythme de la ville. Il y a et tu vois, cette mise de stress permanent. Et c'est là où je décide un peu, coup de tête, quoi, tu vois, de dire, vas-y, on rentre en Grèce. Tu vois, ce métier-là, je l'ai fait pour être en Grèce. Et là, tu vois, je me retrouve à gérer des problèmes, des gens, enfin, tu vois, des choses qui sont hors de ce que moi, j'ai envie de faire. Et je vois, si tu veux, que ça c'est assez pesant. Et donc là, il y a une volonté de dire, vas-y, phase de transition, quoi, tu vois, un petit peu. Ça, c'est au bout de combien de temps après l'ouverture de l'épicerie ? C'est 2 ans après, en 2023. En plus, à ce moment-là, je perds mon frère qui a un cancer, mon grand frère, du pancréas. Enfin, tu vois, tout va ensemble, quoi. Tu sens que t'es arrivé au bout un peu les choses en question. T'es arrivé au bout, tu vois, d'un cycle, d'une histoire. Et j'ai vécu 20 ans à Paris de manière merveilleuse. Et je pense que c'est une ville très, très belle dans sa jeunesse, quoi, tu vois. Et qu'il faut justement aussi, place aux jeunes, quoi. Ouais, c'est clair. Et ta femme était prête à partir aussi ? Ouais, aussi, pareil. Elle avait fait un peu le tour. Elle n'a pas réussi à trouver sa place dans le milieu de l'art parisien, qui est un milieu, tu vois, un peu quand même très, très snob, très coopté, très dans l'entre-soi. Pareil, qui a été un peu une déception pour moi, parce que je pense qu'elle a un talent, mais absolument immense, mais qui n'a pas été reconnu. Et c'est un peu enfin, tu vois, comment on pourrait dire... C'est le propre, enfin bon, tu vois, c'est comme ça, mais c'est pas... Moi, je connais pas du tout le milieu de l'art, mais effectivement, je me dis, mais il y a tellement d'artistes exceptionnels, comment on les découvre, quoi, et comment on les met en avant c'est une très bonne question. Je sais pas trouver la réponse. On a essayé plein de trucs. On a fait des très très beaux événements, tu vois, où on liait le vin, la gastronomie. On a fait vraiment des moments. Ça, c'est vous qui les organisez ? Ouais. Ah ouais. Donc vous parce vous organisez. À un moment, il y a eu quelque chose de très très beau. C'est que j'avais la petite boutique rue de Savy, et à côté, l'autre local, c'était son atelier de peinture. Donc, on avait cette espèce de double entrée. D'un côté, les peintures à l'huile de Stéphania, et puis de l'autre côté, les produits. Et c'est vrai qu'on a eu des moments un peu dingues, justement, aussi pendant le Covid, où, tu sais, tous ces petits lieux, quelque part, on crée des chapelles. On a fait du théâtre là-bas. Il y a Denis Lavant qui est venu jouer. Ah ouais ? Ouais, on a passé des moments dingues. Comment il s'est retrouvé à venir jouer ? C'est assez drôle, si tu veux. J'étais un jour... je me mets à lire, tu vois, c'était un lieu très très bien pour se poser dehors, il y avait un soleil qui tombait, puis c'était très agréable de lire, puis je suis rentré dans une passion sur Céline à ce moment-là, et lui il a joué Céline pendant longtemps dans une pièce de théâtre, et un jour je l'avais vu, c'était extraordinaire, sur Tadei, à Ce soir ou jamais, où il parle justement, il y avait une émission sur l'argent, et il dit, moi je suis prêt à jouer si on me donne juste à manger, ou un truc, d'être dans l'échange, le don, et des choses comme ça. Et là, je le prends au mot, il habitait juste à Chalutier, et je lui dis, écoute, est-ce que tu es prêt à jouer pour un bidon d'huile ?
Et il me dit, ça marche. C'est génial. Et là, on est en pleine période où les théâtres sont fermés, les trucs comme ça. Donc, on crée une scène avec une palette, un décor, et puis Denis, et puis il joue une pièce d'un auteur qui est très connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Pierre Martinet, qui s'appelle La Grande Vie. Et j'en parle, c'est des frissons, quoi. Tu vois, tu vis un moment... T'appelles les copains, tu vis le truc, et puis après, à la fin, les gens jetaient des produits. Tu vois, alors, c'est pas des tomates, tu vois, mais c'était fou, quoi, tu vois, et c'est des moments, mais d'exception. Alors après, on a refait des ateliers de lecture dans le studio de Stéphania, donc au milieu de ses peintures. Enfin, on a fait plein de choses. On a fait des soirées hommages à cet auteur qui s'appelle Jean-Pierre Martinet. Tu vois, on a essayé toujours de lier ces deux lieux, mais c'est vrai que ce sont des moments, tu vois, de création pure. Ouais, c'est clair. Très, très beau et très, tu vois, on va dire, fait à l'instinct, à l'envie, innocent, quoi, tu vois, innocent, mais avec beaucoup, tu vois, de volonté de partage, de diffusion, de moments d'échange autour, pareil, de cette idée, tu vois, de quelque part, ce qu'on mange aussi nous réunit, et on partage ces moments-là, mais aussi, tu vois, on est dans la création artistique quelque part, et c'est intéressant qu'il y ait cette émulation-là. Oh, c'est génial. Et ça, tu as eu le temps de continuer à organiser ça une fois à l'épicerie Oui. C'est ce qu'on a fait, hein, tu vois, avec. Mais ce sont des moments, tu vois, de comment ça s'appelle. On faisait un atelier cinéma pour les gamins, tu vois, le mercredi. Enfin, tu vois, il y a eu tellement de choses qui ont été faites, qui étaient vraiment plein de signatures. Tu vois, je pourrais t'en citer Charles Pépin qui est venu, le dessinateur Jules. Il y avait une Barbara Cassin qui est une femme extraordinaire aussi que j'avais croisée en Corse. Enfin, tu vois, à chaque fois, en fait, peu à peu, c'est vrai qu'avec mais les produits et les choses comme ça, je me mets à rencontrer des gens d'un milieu culturel, du théâtre, de plein de milieux, et on se lie ensemble. Et c'est vrai qu'on passe des très très beaux moments, et puis on essaie de créer ensemble. Mais effectivement, ça, tu vois, ça se fait. Et après, un moment, je te dis, je me sens que j'ai fait le tour un petit peu à Paris, puis qu'il est l'heure de rentrer, quoi. Ton fils avait quel âge à ce moment-là ? Là, il a 6 ans. Ok. Voilà, on est en 2023. Il est né en 2017, c'est 6 ans. Il parle grec. Il n'a jamais écrit. Et il y avait aussi, je sentais que, tu vois, sa mère, elle était frustrée parce qu'elle ne pouvait pas lui, tu vois, en français, elle pouvait pas l'aider, tu vois, sur les premiers trucs à l'école, le mot. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose qui était un peu. On s'est dit, tu vois, et je le vois aujourd'hui, leur lien, il est très très fort parce qu'elle lui apprend, tu vois, la langue grecque, la culture grecque et des choses comme ça. Et donc, ils ont ce lien-là qui est fait avec l'école et la façon d'apprendre aujourd'hui, et qui est très très beau. Et moi, j'ai un lien avec lui sur la nature, le voyage. On est parti en Italie cet été, à Rome, les pouilles. Enfin, tu vois. Donc ça recrée, tu vois, une nouvelle très belle dynamique. Ouais. Et du coup, quand vous avez décidé de partir, ça a pris combien de temps entre le moment de la décision et le départ ? Décision janvier 2023. Et départ, on déménage juillet, ouais, tu vois, ça très très vite. Ouais. Mais la décision, j'ai des décisions assez coup près, quoi. Tu vois, je reviens pas en arrière. C'est-à-dire que quand je décide de fermer la porte, elle est vraiment fermée. T'es quel signe astro ? J'ai pas envie de répondre. Non, je suis vierge. Ah, pourquoi tu voulais pas répondre ? Voilà, parce qu'il y a un truc con. En Grèce, je m'étais rendu compte, si tu veux, quand tu rencontrais une nana, c'est le premier truc qu'elle disait, c'est quel signe astro. Je trouvais ça tellement débile. C'était mon red flag absolu, quoi. Donc voilà. Du coup, on arrête l'interview, c'est ça ? Je me lève, je me casse. Non, mais le côté fonceur, j'avoue. Enfin, moi, je l'ai beaucoup comme ça, et du coup, je me suis dit, peut-être que... Non, mais écoute, c'est le... Non, mais c'est des choses, tu vois, qui... Ouais, c'est décidé. Ouais, c'est décidé. Quand une fois dans la tête, c'est validé et que tu y vas. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Et donc, je descends en Grèce à ce moment-là. Et puis tu vois, on continue à pérenniser. Et puis, moi, là, pour le coup, je me prends de passion pour les oliviers. Là, ma mère, elle avait acheté, tu vois, elle pousse le truc plus loin. Elle s'achète un champ de 450 arbres. Ah ouais.
Là, c'est plus la même, tu vois. Et elle est prise de passion, tu vois, un truc que j'arrivais pas à comprendre à l'époque. Tu vois, elle se partait le matin, en plein été, à 5h du matin, pour aller tailler ses arbres, pour rentrer à 10h. Enfin, tu vois, un truc où je comprenais pas, tu vois, le sacerdoce qu'elle s'était mis, et au moins pour moi, un fardeau, parce que l'olivier, c'est un métier très, très, très dur. Et surtout qu'elle n'est pas toute jeune à ce moment-là. Non, elle a 65 ans. C'est dingue, 65, elle va avoir 71 ans. Ouais, tu vois, je lui dis, mais maman, enfin, tu vois, et tu vois, tu le comprends après, c'est une espèce de geste d'amour, parce que, donc, je retourne en Grèce, et peu à peu, tu vois, j'ai du temps. Moi, j'ai plus de temps, tu vois, c'est un autre rythme de vie. Je me lève à 6h30, j'amène le petit à l'école, après, t'as du temps. Et t'es au milieu des arbres. Et là, je commence à m'intéresser justement à l'arbre en lui-même et à la façon de faire. Et il y a une transmission qui se fait avec ma mère et avec, je te dis, cette passion que ma mère avait développée sur son champ. Et aujourd'hui, elle m'a filé le virus, quoi, tu vois. Là, tu vois, tu y penses. Là, je commence à amener, il y a des gens qui viennent nous aider, tu vois, des amis, à essayer de leur, tu vois, de montrer qu'il y a un lieu, tu vois, il y a vraiment un truc, quoi. Une transmission aussi. Ouais, il y a une beauté de la transmission, mais il y a cette, tu vois, cette espèce de... Tu sais, de mysticisme un peu, tu vois. Il y a une église qui s'appelle l'Apparition, tu vois, c'est l'église de Fanelomène qui est là. Tous ces lieux, en fait, partout où il y a une église, tu sais que c'est des lieux en Grèce qui ont été, tu vois, où il y a quelque chose de plus grand, de plus, tu vois, il y a une espèce... Et il y a une transmission de la foi, en fait, qui est très, très belle et qui, tu vois, c'est assez marrant. Au début, tu comprends pas, et puis peu à peu, tu comprends, et puis ça creuse un sillon, quoi. Putain, c'est dingue. Et... Quand tu pars en Grèce, quand vous partez pour la Grèce, vous gardez quand même l'épicerie à Paris. Oui, on garde l'épicerie, puis on garde le métier quand même. Et tout, tourne. ouais, Non, mais ça se passe plutôt bien, tu vois. Mais c'est pas ça le problème, quoi. Le problème, c'est les montées des prix. Enfin, tu vois, c'est des problématiques qui sont autres. Beaucoup de restaurants qui ferment aussi. Comme on en a parlé, tu vois, une évolution. On est passé de chefs créatifs, artistiques presque, tu vois, qui avaient une volonté chercher des produits d'exception à aujourd'hui des concepteurs, quoi, tu vois. Et c'est un peu malheureux, mais tu vois, voilà, ça évolue, tu vois, c'est des choses qui changent. Donc on a encore une très très belle clientèle, tu vois, de Bruno Verjus, tu vois, Christophe Pellet au Clarence, Alain Passard. Enfin, tu vois, on bosse avec des... Ouais, Christophe est parti. Mais tu vois, même ça, tu vois, peu à peu, c'est un peu les derniers bouts de comète de gens qui travaillent. Ouais, c'est clair. Et les concepteurs, parce que les concepteurs, pour moi, justement, ils veulent quand même travailler avec les bons producteurs et les bons produits. Concepteur, c'est un mec qui a un tableau Excel. Ouais. Oui, donc c'est trop cher. Ouais, c'est dingue. Ouais. On est passé, si tu veux, de choses où tout était dans l'assiette à tout est dans le décor aujourd'hui. Avec des espèces de concepts à la con, tu vois, de remettre une espèce de faux PMU. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Complètement débile. Enfin, des coffee shops en veux-tu en voilà. Enfin, tu vois, des espèces de copier-coller de tout. Et c'est agaçant parce que si tu veux, derrière l'économie sur du manger, du manger sainement, de nourrir, si tu veux, quelque part le monde et des problématiques qui sont très fortes et où il y avait eu une prise de conscience dessus, on est en train de la perdre par tu vois, par l'instagramisation, le marketing, l'image, la communication, tu vois, tous ces trucs qui sont... Et là, on est pour moi, quelque part aussi dans une autre phase de transition où je me réfléchis, tu vois, de plus en plus à passer sur le documentaire. Ah. C'est une exclue pour toi. Et à monter quelque chose qui s'appelle Intelligence alimentaire, justement. Ah, oui, parce qu'on a rencontré juste avant nous dans le studio. Tu vois, c'est les hasards. Ouais. C'était un épisode de podcast sur l'IA. Et tu répondais que pour toi, l'IA, c'était l'intelligence alimentaire. Et c'est génial. Je pense que, si tu veux, on est à une espèce de fracture de la société où, justement, ce qui ne sera pas artificiel sera demain valorisé quelque part. Et
qu'il faut valoriser, c'est les artisans, et c'est surtout raconter leurs histoires et la façon dont ils en sont arrivés. Ce que tu fais, ce qu'on fait en ce moment. Et je pense qu'on peut y mettre des mots, on peut y mettre de la vidéo, on peut mettre tu vois, de la poésie, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Donc voilà, on est en train de réfléchir avec un ami sur la façon dont on va voir. Tu vois, c'est peut-être une nouvelle étape, transition, et puis on voit. Tu vois, c'est quelque chose qui serait pas mal. Et ce serait un long métrage, un documentaire ou une série? Au début, une série documentaire. Tu vois, j'étais en Corse cet été et je suis très ami avec la famille Arena en Corse qui fait du vin à Patrimonio. Et je suis fasciné, moi, parce que j'aime vraiment beaucoup la Corse. C'est quelque chose, dans le métier, c'était mes cousins, quoi. On s'est rencontrés, ça s'est fait en un clin d'œil, quoi. Tu vois, on a été d'une proche quand j'ai été accueilli là-bas, mais c'était vraiment merveilleux, tu vois. Il y avait une façon que j'ai rarement retrouvée, si tu veux, cette façon de... Et la façon, si tu veux, où Antoine Arena, c'est leur père. Moi, j'étais très ami avec leur fils. Antoine Arena, le plus beau compliment qu'avait fait leur fils, m'avait dit « Ton discours me fait penser à celui de mon père, sur, tu vois, l'huile d'olive, et lui, il avait les vins corses. » C'est-à-dire que lui, il est parti avec ses vins corses. Personne ne les connaissait, si tu veux, à Paris. Il partait, il chargeait son camion, il allait rencontrer les personnes qui allaient le valoriser, tu vois, à Paris. On a un peu le même chemin. Mais aujourd'hui, en Corse, tu vois... Dans leur village, il y a un mec qui est apiculteur. Enfin, tu vois, il y a des gens qui travaillent ensemble. Il y a un restaurant qui est fantastique, qui s'appelle le Libertalia. Il y a des mecs qui font des trucs, tu vois. Je crois beaucoup, en fait, aujourd'hui, quelque part, au village et à l'espèce de petits coins de résistance, de communauté, quelque part où tu te sens bien. Ouais. Où tu te sens libre, où tu sens qu'il y a des personnes qui ont réfléchi au vivre ensemble et à la façon de faire. Et j'aimerais bien, en fait, si tu veux, filmer ces bastions et surtout, tu vois, montrer que c'est pas beaucoup. En fait, 3-4 personnes peuvent changer totalement une dynamique et un lieu. Et ce serait ces personnes-là à essayer, tu vois, de les mettre en avant, de pouvoir aller les connaître leur histoire, montrer aussi les lieux, montrer, tu vois, par l'image au début, mais aussi par l'écriture, et de mettre en valeur ça. C'est génial. Mais en plus, on sait que c'est un des secrets de longévité pour les zones bleues et tout ça, c'est ce vivre ensemble, justement, de partage, de bons produits, de tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnes qui commencent à y revenir, mais il y a un vrai mouvement à lancer. Oui, c'est un mouvement tu vois, revenir à l'essentiel. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ce que pareil à Paris, tu vois, c'est aussi une idée du départ, c'est que c'est une ville qui a basculé dans l'agressivité, quoi, tu vois. Peut-être, tu vois, avec aussi ces histoires d'attentats, avec toutes ces choses-là. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment touché, parce que je ne comprends pas l'agressivité, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'ai une enfance, mais tellement heureuse, tellement, tu vois, sur du bonheur, du partage, des moments... j'arrive pas à comprendre, tu vois, cette notion tu vois, et surtout que c'est un pays, la France, qui a tellement d'avantages fabuleux, tu vois, de dimensions polyculturelles, et c'est les mecs qui vivent au paradis et qui se croient en enfer, quoi, tu vois, et c'est, enfin, tu vois, c'est un peu triste, et je suis assez pessimiste, tu vois, sur le devenir de la France. Bon, voilà, donc ça fait partie aussi, tu vois, de mon départ de Paris, parce que je m'y retrouvais plus, quoi, tu vois, je me retrouve plus avec, tu vois, une espèce de... Enfin, tu vois, tout est... C'est taf, quoi, tu vois. On part sur une société de plus en plus anglo-saxonne, quoi, tu vois. Un peu à la Londres. Moi, Londres, ça m'avait fait cet effet-là quand j'avais 20 ans, quoi, tu vois, cette espèce de truc ultra dur, quoi. Ouais, et très individualiste. Voilà, c'est ça. Donc New York, enfin, tous ces trucs-là. Et c'est là où je me dis que, tu vois, la Grèce et la Méditerranée, qui sont quelque part les dernières frontières, si tu veux, tu vois, d'un monde qui n'est pas que sur la technologie, sur la tindérisation, sur le rapport, tu vois, consommable, tu vois, la plus grande innovation technologique en Grèce ces dernières années, c'est la carte bleue, quoi, tu vois. Bon, tu vois, c'est pas mal, quoi. T'as raison, c'est vrai que j'avais oublié. À chaque fois que je venais, il fallait que je tire plein d'argent. Ça y est, ils ont trouvé le truc. Maintenant, partout, il y a la carte bleue, tu vois. C'est vrai. Mais le reste, ça n'a pas franchi, si tu veux, dans cette façon-là, comme en France, où c'est, voilà, tu vois,
où tout le monde aujourd'hui est devenu commerçant aussi, tu vois, Ouais. te vendre un truc tout le temps, tu vois. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a justement donc repensé, à revoir où est l'essentiel, dans quel monde on veut vivre, dans quel monde on a envie, tu vois, de défendre et dans lequel on croit. Et donc voilà. Mais donc en parallèle, tu continues à Évidemment, faire tourner toujours, on continue notre travail sur l'export des autres produits. Bien sûr, sur les artisans, sur l'huile, plus que jamais en tant que producteur aujourd'hui, tu vois, avec aussi ce chose-là, mais avec de la côté, tu vois, qui sera beaucoup plus, tu vois, de travail de valorisation finalement toujours, et puis de mise en perspective, et puis peut-être de créer des vocations. Ah, oui. Oui, on s'est bien trouvé, quoi. Grave, je pense que je vais revenir dans pas longtemps. Mais d'ailleurs, oui, tu as ramené pas mal de journalistes ou de personnes sur place pour qu'on parle un peu oui, ça de ce qui se passe. c'est vrai qu'on ça c'était top. On a eu François-Régis Gaudry qui est venu là en mois de juin avec toute son équipe. C'était sublime, quand tu vois. Et tu les vois quand tu te donnes du bonheur, tu vois, des personnes comme ça et qui disent putain, ça. Dans l'assiette, c'est top. L'énergie, elle est dingue. On se sent bien. C'est le paradis et compagnie. Ah ouais, tu vois. Ouais. C'est vrai. On continue, quoi, tu vois. Et c'est aussi, voilà, c'est amener. Je dis, j'ai amené la Grèce en France, à Paris pendant longtemps. Et maintenant, on fait l'inverse, quoi. On va montrer ce que la Grèce peut apporter à la France. Ah, c'est génial. Et dans 20 ans, comment tu rêverais les choses? Je sais que tu n'as pas de stratégie. Bah ouais, mais... C'est terrible, c'est une question pour moi. Alors là, c'est la question piège, mais totale. Être surpris. Être surpris justement de la vie, de ce que ça peut apporter. Que la série documentaire en soit à sa 15e saison. Oui, avec des gens exceptionnels. Voilà, avoir changé un petit peu la façon de voyager, de faire des choses, de réflexion, avoir créé peut-être un mouvement. T'as l'impression qu'il y a des choses d'ailleurs qui ont changé en Grèce et à Kalamata depuis que t'as lancé Profil Grec? Alors, ce que je t'ai dit, pendant longtemps, je trouvais que non. Et aujourd'hui, putain, il y a le ministre de l'Agriculture qui vient, il invite tu vois, la productrice de feta, quoi. Donc oui, tu vois, là, ça a changé. Là, je te dis, bon. Et on te le dit pas autour de toi? Merci, ou tu te rends pas compte de ce que t'as fait? Je fais pas ça pour ça, quoi. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que t'entends ça? Oui, tu vois, par des personnes qui sont reconnaissantes, tu vois, du travail, mais moi, c'est pas... Non, je sais, mais c'est juste pour me rendre compte de... Est-ce que ça a changé, effectivement? Est-ce qu'il y a des choses... Moi, typiquement, les olives de la Kalamata, j'ai l'impression que c'est depuis la nuit des temps que je sais que c'est les meilleures olives du monde. Mais en fait, avec ce que tu me dis qu'il n'y avait pas d'huile d'olive jusqu'à il n'y a pas longtemps, et les olives de Kalamata, je ne sais même pas s'il y en avait avant que tu en importes en France. Alors ça, c'est marrant, les olives de Kalamata, tu vois, c'était déjà connu. Où je faisais, c'était très marrant, parce que je livrais à l'époque en scout, il y avait un gros bidon, et il y a un mec, ça fait putain, c'est mes olives préférées, là, que tu balades sur le truc. C'est un brand vraiment mondial, quoi, tu vois. Comment ça se fait? Qui les a fait connaître? C'est les Grecs à l'export, tu vois, ça qu'ils ont bien travaillé sur un produit vraiment sur l'olive, là, ils ont été très forts. Pas sur l'huile. C'est dingue. Mais il y a ça, tu vois, après il y a d'autres, la poutargue, tu vois, on fait une poutargue, mais... Non, mais parlons-en de la poutargue, parce que moi, je suis pas fan, en général, de poutargue, mais alors celle-ci, elle est exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi exceptionnelle? Je lui dis, c'est quoi ton secret? Il me dit, je suis juste plus propre que les autres, quoi. C'est un mec qui a un travail, si tu veux. Zafiris Trikalinos, c'est un visionnaire. En Grèce, il y avait 20 Trikalinos dans chaque produit. Aujourd'hui, on serait numéro 1 mondial de tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a une... alors lui, pour le coup, il a une stratégie, tu vois, d'être dans le hautement qualitatif permanent. Donc, si tu veux, c'est le Real Madrid, si tu veux, des produits. Non, mais c'est un truc, voilà, de performance absolue, avec un mec qui est d'une simplicité dingue, mais qui est un professionnel d'une exigence ultime sur la qualité de son produit. Le secret, il est juste là, quoi. Et c'est des mecs qui... Elle est tendre, la cire est pas épaisse du tout. Enfin, comment ça se fait? T'as l'impression que tu la goûtes en sortant, tu vois, du poisson, et que c'est fait, c'est imbattable, quoi.
C'est voilà, l'exigence. Okay. L'exigence. Et puis, c'est ce travail-là, tu vois, justement, d'être attentionné sur tout ce qu'on fait, de mettre du sens, de mettre, tu vois, et tout en restant, tu vois, humble et à l'écoute. Et ça, c'est encore de la transmission. Et c'est des choses qui sont fondamentales, quoi. Et qu'est-ce qui a changé dans tes huiles d'olive depuis que tu as commencé ? Il y a eu plein de choses. Moi, je me suis beaucoup intéressé sur les terroirs et les sols. Justement, plus tard, je te dis, plus tard, des sols qui sont, tu vois. Et à Kalamata, tu as vraiment une variété des sols parce que tu as des montées, des descentes. C'est une culture en terrasse qui est très très belle en pied de montagne. Donc tu peux avoir des huiles qui sont des fois très très ardentes, d'autres un petit peu plus douces. Et c'est vrai qu'on avait fait tout un travail sur les huiles d'olive parcellaires qui est top, vraiment très très intéressant. Où c'était très simple. De toute façon, comme je t'ai dit, l'huile d'olive c'est un jus de fruits. Et sur le carton, on notait nom du producteur, date de pression, et voilà. Ah ouais. Donc, tu vois, on allait au plus simple et pour justement avoir un produit qui est unique, quoi. Donc là, tu as plusieurs huiles d'olive, là, actuellement ? J'en ai eu pendant longtemps une vingtaine. Là, on s'est beaucoup plus restreint. Je travaille avec 3-4 producteurs. Ok. Et après, on continue d'avancer. Après, je te dis, avec cette montée des prix, ça a été très compliqué. Tu vois, il y a eu des trucs de spéculatifs qui m'ont pas plu, donc on va revenir à des choses plus... Et c'est là où c'est intéressant, où toi, quand tu crées ton huile d'olive, après, t'es plus à la merci de ces mouvements un peu spéculatifs qui sont très, très agaçants quand t'as travaillé pendant des années avec des gens, en surpayant le produit. Enfin, tu vois, il y a eu des... Il y a eu aussi des déceptions, tu vois. Peut-être c'est aussi les producteurs ? Ouais. Ah ouais. Mais il faut pas l'avoir, parce que si tu veux, un paysan, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, quoi. Ouais. Demain n'existe pas. Donc, mais effectivement, tu vois, et c'est là où, encore une fois, une difficulté, tu dis, écoute, ok, moi, je vais faire avec mes parcelles à moi, et puis je vais me battre à faire une huile d'olive de malade, et puis je vais apprendre, et puis je vais retrousser les manches, et puis j'y vais. Voilà. Et je me demandais aussi, est-ce qu'à Paris, il y avait une communauté grecque, où justement, il y a eu de plus en plus de... Alors là, ça commence, il y a quelques restos grecs plus traditionnels, mais ou des traiteurs grecs et tout ça. Est-ce qu'il y a eu, je pense à Mavromatis, ou les premiers... Alors moi, je suis complètement anti-communautaire. D'accord. Voilà, c'est réglé. Non, mais je déteste tout ce qui est... c'est-à-dire que moi, dans l'idée, quand je me suis lancé sur ces produits et choses comme ça, c'était de surtout pas aller voir de restauration grecque. Ok. Et c'est ça qui était l'idée, c'est de justement de faire découvrir et de faire. Après, on travaille très très bien avec des gens comme Michaela Leroutsos, qui a le restaurant Etsy, qui est une fille extraordinaire, de panache, tu vois, d'entrepreneuriat, de talent. Et ils avaient fait un 4 mains avec Bruno à Kalamata en 2019, qui était c'était dantesque. Et on avait mangé pendant 7 heures, quoi, tu vois, pour 70 personnes. Une folie, quoi, tu vois, le truc complètement dingue. Et de plus en plus de gens, il y a une montée, si tu veux, accrue du qualitatif, tu vois. Et ça, effectivement, je suis très très content de ça, de ce mouvement, parce que justement, je pense aussi aux épiceries Placa, tu vois, qui font un super travail. Je pense même à Ipseli, qui a fait un temple, tu vois, de bon goût, de gastronomie, donc tu vois, et de avec vrais des gens plats traditionnels. Enfin, moi, c'est la première fois que je retrouve une fava dans un resto grec, qui est bien faite, et de produits, donc c'est top. Et c'est bien, tu vois, là, ça y est, en fait, en gros, on a réussi le travail. Si ça marche, et que ça se développe, on a ouvert la porte. Ouais. Et c'est top, quoi, tu vois. C'est là où tu te dis, on y est arrivé, quoi. Ouais. Et maintenant, prochain chapitre, quoi. Putain, c'est dingue, hein. Oh là là, et le temps est passé tellement vite, j'avais pas du tout vu l'heure. J'ai des nouvelles questions de la quasi-fin du podcast. Et alors là, ça peut être n'importe où dans le monde, ou en tout cas entre la Grèce et la France. Quel resto coup de cœur tu conseillerais ? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un tout petit truc ou un gros resto, ou l'épicerie du coin. Enfin, non, peut-être pas l'épicerie encore, parce que j'aurai les produits après. C'est le restaurant, vraiment ? Ouais, un endroit coup de cœur, un peu chouchou. Enfin, là, tu conseilles les yeux fermés. Même toi, il faut que tu y ailles au moins plusieurs fois par an.
Je t'ai dit, je suis un mec de surprise, en fait. Ou alors ta dernière surprise. Mais aujourd'hui, si je parlerais, c'est très simple, tu vois. À Kalamata, moi, j'ai 2 endroits. J'ai une taverna tenue par une mamie de 85 ans où dès qu'on finit le travail dans les oliviers, on va manger et on y va et on pleure, quoi, tu vois. Avec le mec avec qui on bosse, tu vois. C'est des haricots noirs, fleurs de courgettes, trucs extraordinaires. Voilà. Tu sais que je crois que je vais prendre mes billets une fois qu'on aura... C'était la bienvenue avec énormément de plaisir. Et l'autre truc, c'est mon ami Yanis qui fait les meilleurs pitas du monde, tu vois. Bon, bah, tu vois, ces 2 lieux-là, bah, moi, me suffisent à mon bonheur quand je suis à Kalamata. J'ai pas besoin de plus, tu vois, avec un mec qui est... il faisait de la photo, il a repris le truc de son père, il est passionné. Dernière fois, on est venu avec des copines vigneronnes, on est rentré à 8h, on est ressorti, il était 4h du mat, quoi, tu vois, danser, faire, tu vois, avec du cœur, avec la gentillesse, avec un moment d'exception, quoi, tu vois. Donc, t'as tu vois, d'échanges et fabuleux, quoi. Ouais. Et ça, ça, je suis tellement heureux, tu vois, de revivre ça. Et je l'ai vécu beaucoup à Paris. Je pourrais plus te citer 100 restaurants que j'ai fait avec cette. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai trouvé de merveilleux à Paris, cette espèce de générosité, tu vois, dans le monde de la restauration et de la rencontre de personnes, tu vois, avec énormément de cœur et parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de cœur, tu vois, pour faire ce métier. On met beaucoup d'amour, c'est un sacerdoce. Et voilà, Bruno Verjus, à chaque fois, on a été invité avec ma femme parce qu'on est, tu vois, voilà, c'est merveilleux. Christophe Pellet au Clarence, merveilleux. Inaki, Sven Chartier, quand il avait le Saturne, tu vois, Benoît Rex, le jeu de quilles, une toute petite table. Le mec, on était... il nous a fait des tablés extraordinaires. Enfin, tu vois, il y a... les frères Mimoun, enfin, je peux te sortir, mais sans des lieux fabuleux. Et ça, c'est vraiment ce que je garderais de Paris. C'était ça, tu vois. C'était ce truc de... voilà, t'allais au restaurant et tu passais des moments mais où tu devenais Dieu, tu vois. T'enivrais à échanger, à rire, à vivre fort, quoi. Voilà. Et là, parce que du coup, tu reviens 1 semaine par mois à Paris, c'est ça? Bah... Ou de moins en moins. Ouais, putain, j'ai eu un choc hier, c'était là, mais vraiment, parce que je te dis, on était dans la mer, quoi, le 24 heures avant, tu vois, dans la douceur, et j'arrive à Paris en heure de pointe, métro, waouh, enfin, tu vois, c'est... Ouais, donc là, on est fin octobre, il y a une tempête dehors. Il y avait une tempête, c'est le truc, enfin, tu comprends pas, quoi, c'est vraiment... Tu vois, je suis arrivé, j'étais transpirant, je suis pas bien, mon corps, tu vois, il réagit aussi, le bruit, c'est quelque chose que j'avais oublié, le bruit, tu vois, de la ville et des choses comme ça. Donc non, mais c'est pas j'aimerais toujours Paris, tu vois, c'est ma ville de naissance, j'aime. Mais voilà, on va le vivre un peu différemment. Et puis comme je t'ai dit, tu vois, place aux jeunes, quoi, tu vois. C'est une ville d'énergie et de personnes qui vont créer, qui vont voir d'autres choses, tu vois. Il faut surtout pas devenir un vieux con, quoi, tu vois. Et il faut faire confiance, tu vois, à ce qui va se passer. Et voilà, donc Donc 1 semaine à peu près à Paris par mois. Ouais, non, ce sera, je pense, tous les 2 mois, un truc comme ça. Okay. Parce que, surtout en hiver. Alors l'hiver, tu vois, j'irai hiberner comme l'ours, tu vois, à Kalamata. Et puis on reviendra au printemps. L'été, c'est très très beau. Non, mais c'est... Puis aujourd'hui, vive Paris, tu vois, en le picorant tout doucement, et tu vois, en se baladant un peu, en étant surpris aussi de découvrir des lieux. Et tu vois, je pense que tout est aussi des questions de cycle, comme on disait, et qu'à un moment, il y aura forcément un cycle qui sera un peu plus vertueux. On reviendra à des choses qu'on aime. Enfin, tu vois, il faut garder de l'espoir tout le temps. Et alors, du coup, je vais la transformer en double question. En général, je demande, quand tu es invité à dîner chez des amis et que tu veux leur faire découvrir un produit, qu'est-ce que tu leur amènerais? Donc, j'ai quelques idées de ce que tu vas dire quand tu es en France, mais qu'est-ce que tu ramènerais aussi en Grèce, chez des potes? Alors, en Grèce, moi, il y a un truc qui m'a manqué, gastronomiquement, c'est le fromage. Ah. Ouais. C'était... je dévalisais, je faisais des additions, tu vois, à 3 chiffres chez Terroir d'Avenir de fromage. Et c'est vrai que pour les fêtes, j'adore ramener, tu vois, toute la diversité de fromages que tu peux avoir en France, une qualité, waouh, de dingue. T'en as un préféré, là, chez Terroir? J'adore leur camembert,
tout, tu vois, même les basiques, quoi, du Morbier, les Roquefort. Tu vois, non, mais vraiment, tu vois, quand je ramène ça en Grèce, il y a des fromages corses aussi, de malades, tu vois, qui sont ultra puissants, que je me fais envoyer par une épicerie qui s'appelle Atinella. Et c'est une dinguerie, quoi, tu vois, et j'adore ça, quoi. C'est une épicerie à Paris qui te l'envoie? Non, à Bastia. Ah, et qui l'envoie direct en Grèce? Ok. Ouais, c'est mon pote Gaëtan qui fait ça. Et non, c'est top. Et quand tu viens à Paris et que tu es invité chez des potes, qu'est-ce que tu leur amènes? Le truc ultime, tu vois. Hier, on recevait Jessica Troisfontaine, tu vois, qui fait le vodka 400. Très bien. Et c'est la poutarde, quoi. Ouais, tu vois, c'est clair. Dit, vas-y. Mais j'ai vu ses stories, je lui ai dit que tu venais aujourd'hui. c'est dingue, quoi, tu vois. C'est un truc qui est... Tu coupes, tu goûtes. Non, mais elle est incroyable. Et c'est fini, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. J'adore l'huile d'olive quand elle est fraîche. Tu vois, mon grand plaisir, c'est quand tu as travaillé dans les oliviers, tu reviens avec un bidon que tu vois, que tu amènes et que tu fais goûter l'huile que tu as pressée, quoi. Et que tu amènes dans tous les restaurants et que les mecs font waouh, tu vois. Et en plus, tu vois, tu es en plein hiver et tu as un truc de fraîcheur, tu vois, qui arrive. C'est bon, c'est de top. nutriments, enfin. Ouais. Et où tu te régales, quoi. Est-ce que ce que tu m'as ramené là, c'est l'olive toute juste pressée? Non, on n'a pas encore travaillé. J'ai eu la chance d'avoir de l'huile d'olive. Voilà. Non, l'huile de tu viendras. Et puis surtout, quand on fera généralement, on fait une dégustation d'huile d'olive nouvelle à la boutique, tu vois, avec des bidons à vendre, des choses comme ça. J'ai encore 2 petites questions. Dans le podcast, j'invite des gens qui écoutent leur cœur et qui passent à l'action malgré les peurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui n'osent pas écouter leur cœur, qui sont trop pris par la peur? La peur, c'est bien. Hein. C'est bien d'avoir peur parce que justement, ça te permet de réfléchir et de faire. Je pense qu'il faut, s'écouter ses passions et aller au bout de ses passions. Peu importe ce qu'on te dira. Tu vois, il faut limite des fois, c'est assez marrant, il faut savoir écouter, mais il faut savoir aussi boucher ses oreilles. Parce que si tu veux, c'est assez marrant, mais moi quand j'ai lancé ça, tu vois, tous mes amis me disaient derrière ça marchera pas, ça, tu vois. Ouais. Génial le soutien. Non, mais quand t'es différent, tu veux faire un truc différent, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de... Et après, les mêmes copains, ils m'achetaient de l'huile d'olive, tu vois. Et ils me disent, putain, t'as fait un truc de dingue, tu vois. Donc, tu vois, mais c'est surtout s'écouter soi, en fait, et essayer toujours de trouver le lien et une capacité à faire des rapprochements entre certaines choses, enfin, de toujours trouver du fond aux choses, du sens et de la passion, quoi. Et s'écouter, écouter son corps et plein de choses, et aller au bout, tu vois. Voilà, on n'a qu'une vie, hein, il n'y en a qu'un de tour. Il y a pas, c'est zéro regret qu'il faut avoir à la fin. S'il y a un désir qui est profond de faire et de vouloir amener, tu vois. Moi, je suis fasciné par les autodidactes, tu vois. Les gens qui sont, d'ailleurs, c'est toujours les gens les plus intéressants, si tu veux. Ceux qui n'ont pas fait d'école, ceux qui on croyait pas, tu vois. Les mecs qui sont écoutés eux, qui ont dit j'ai envie de faire ça, je le fais, je vais tout en haut, merci, au revoir, tu vois. Un peu comme toi. Non. T'es un peu un autodidacte, hein. Oui, mais c'est pas. Non, mais moi, tu vois, en business, je suis une catastrophe, je suis le pire des DRH. Oui, mais en huile d'olive. Oui, bon, si tu veux. Quand même. Ouais, je sais pas, je m'en rends pas compte, si tu veux, sur le truc. Et je te dis, sur un mec qui se dit spécialiste de ça, c'est pas vrai, quoi, parce qu'il y a pas de. T'as pas de réponse ou de choses comme ça. Donc, non, il faut être loin des spécialistes, quoi. On est devenu une société de spécialistes, que les connards qui partent sur des plateaux, sur CNews et compagnie, spécialistes de rien, quoi. Ouais, et maintenant, et aussi, on est dans une société où on complexe quand on est généraliste et qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, quoi. Ouais, alors ça, j'ai jamais eu de complexe, tu vois. Moi, souvent... J'ai souvent été gênée de pas être spécialiste, expert d'un truc et en fait de savoir faire plusieurs choses et d'aimer découvrir des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on... Ouais, mais j'ai l'impression que dans la société française, c'est moins ça. Enfin, on te demande un CV avec clairement qu'est-ce que tu peux faire, un boulot, un truc, une case. Quelle horreur, quoi. Ouais. Quelle horreur, mais non, mais voilà, tu vois, non.
Non, pas possible. Bah, ça convient à certains, mais effectivement, quand on est hors case, après c'est efficace, mais c'est pas très intéressant, quoi. Tu vois, on revient sur ce qu'on disait au début, quoi. Tu vois, c'est l'espèce de machinerie, enfin, tu vois, de façon de faire qui est. Une fois, j'avais engagé à la boutique un mec parce qu'il était bien habillé, tu vois. Il dansait super bien. Il s'appelait Paul. Et c'était, moi aussi, j'ai confiance en les gens qui dansent bien. Ouais. Là, il fallait pas. Il se réveillait pas pour ouvrir la boutique. Mais c'était un garçon admirable, vraiment top. Donc, tu vois, je te dis. C'est pour ça que je te dis, je suis un très mauvais aussi DRH. Enfin, tu vois, je me suis toujours, beaucoup trompé sur des choix, mais c'est pas grave finalement. Oui, mais tu apprends et bah finalement, s'il est pas bon, bah du coup, au revoir et. Voilà, ça. Mais au moins, on a passé des bons moments, quoi. C'est ça qui était bien. Donc non, je pense qu'il faut au contraire, pas de spécialiste, quoi. Il faut être de la curiosité, et écouter aussi, savoir écouter les personnes. Et puis voilà, et puis se lancer, mais à fond, quoi. Quand tu fais un truc, tu dois, tu as cette capacité aussi quand on a 25 ans. Moi, quand j'ai lancé sur l'huile d'olive, j'étais obsédé par ça, tu vois. Donc, tu y penses tout le temps, c'est tout le temps. Et c'est ton sacerdoce, c'est ta croyance. Tu dois aller au bout. Donc, et après, si ça s'émousse, tu passes à autre chose. Tu règles, tu passes à autre chose, tu fais d'autres choses, tu le fais à fond, quoi. Pas le faire dans la demi-mesure. Ouais. C'est ça, pour moi, c'est le seul secret, quoi. T'as jamais eu peur ? J'ai toujours peur. Et c'est ça qui est bien. J'ai dit, c'est les moments où tu es sur un fil, que tu vis, et que tu dois trouver des solutions, et que tu dois pas te tromper, et que tu dois avancer. Et c'est la peur, c'est le moteur. S'il n'y a pas de peur, c'est un mollusque, quoi, tu vois, c'est aucun intérêt. Et non, parce que moi je suis riche de mes connaissances, de mes amis, des personnes que j'ai pu rencontrer. Je me sens et de ma liberté, quoi, tu vois. Des mecs qui bossent toute leur vie pour arriver à ce que je fais moi aujourd'hui, qui sont pas forcément très heureux, tu vois, dans leur vie. Donc c'est ça aussi. C'est savoir, tu vois, ce que toi, tu as envie, des combats que tu as envie de mener, la vie que tu veux donner à ta famille aussi, aux gens qui te sont proches, et après pouvoir redonner ça. Savoir ce qui est important pour toi. Allez, dernière question. C'est passé vite, hein. Ça passe trop vite. Waouh. Merde. S'il y avait le petit Alex de 10 ans qui était assis à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais, change rien, quoi. Tu verras, ça va passer très très vite, ça va être génial, tu vois. Et voilà, passion, quoi. Génial. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. C'est vrai que c'est très agréable parce que c'est un très beau format d'échange. Un peu long, et puis tu m'as fait sortir des petits trucs. Moi qui suis assez un peu, tu vois, des fois un peu renfermé, mais là c'est en tout cas je le réécouterai avec plaisir. J'espère que ton fils l'écoutera aussi. Peut-être, ouais. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.